à toutes et à tous. On va pouvoir commencer. Alors, je vous souhaite la bienvenue à ce cycle de conférences Retour sur le durable. Ça fait 10 ans maintenant qu'on porte ce type d'événement, nous, Ecopolis, avec le Conseil régional de l'Ordre des architectes d'Île-de-France. Donc, on les co-anime chaque année. Et la thématique de cette année, c'est la réhabilitation. Donc, il y a déjà eu 4 épisodes. Enfin, on est au 4e épisode, pardon. Le premier a commencé en mars, c'était la réhabilitation, rénovation pour le bien-être social. Ensuite, ça a été la rénovation pour transformer. Donc, on a vu des bâtiments dont l'usage avant réhabilitation était différent de celui d'après. Le 22 mai dernier, c'était la réhabilitation pour préserver le patrimoine, avec une intervention notamment des architectes des bâtiments de France de Saint-Denis. Et puis la thématique du jour, c'est la réhabilitation, rénovation avec les matériaux biosourcés. On vous en dira quelques mots. Notez la date des prochains épisodes. Pour le 3 juillet, on aura l'avant-dernier épisode du cycle Rénover pour la santé. Et à la rentrée, à une date encore non définie, l'ultime volet de ce cycle 10, Rénover avec la biodiversité. Voilà, notez bien ça dans vos agendas. Et dans les semaines qui suivent, vous aurez l'identité des intervenants pour réhabiliter avec la santé. Je vais vous parler maintenant d'Ecopolis, donc la structure que je représente aujourd'hui. C'est le pôle de ressources francilien pour l'aménagement et la construction durable. On est une association de 17 salariés, plus de 200 adhérents, et on fédère une communauté de plusieurs milliers de professionnels du bâtiment et de l'aménagement dans la région Île-de-France. Notre mission, telle qu'on se l'est collectivement définie entre collègues, c'est de contribuer au développement soutenable de la société en accompagnant l'évolution des pratiques des pros de l'aménagement et de la construction en Île-de-France. On est soutenu par les services déconcentrés de l'État, l'ADEME, l'Ordre des architectes, la métropole du Grand Paris ou encore la région Île-de-France. Et on a des partenariats spécifiques avec certaines institutions comme l'Agence Qualité Construction, l'Agence régionale de santé ou Grand Paris Aménagement. On a 4 missions principales en tant que centre de ressources. La première, c'est de vous informer professionnels au travers de ressources documentaires qui peuvent être produites sur notre site internet ou relayées. La création de fiches à savoir, notre newsletter également qui sort 2 fois par mois. On est également un organisme de formation. Donc Ecopolis propose à travers son catalogue de formation un certain nombre de parcours thématiques ou sur mesure. Vous avez notamment, j'y reviendrai tout à l'heure, une formation évidemment sur les matériaux biosourcés, sur l'urbanisme favorable à la santé, l'économie circulaire, la gestion des eaux de pluie et j'en passe. Évidemment, en tant que centre de ressources, on anime un réseau de professionnels donc, que vous représentez, mais aussi maîtres d'ouvrage, bureaux d'études ou entreprises du bâtiment, avec un certain nombre d'événements comme celui de ce soir, qui vont être proposés, des visites de bâtiments exemplaires, des séminaires, des webinaires. Et la dernière mission d'Ecopolis, c'est d'accompagner les professionnels dans leurs opérations de bâtiments, c'est la démarche bâtiment durable francilien, ou de quartier, c'est la démarche quartier durable francilien. À chaque fois, le principe est le même. On a un premier temps d'évaluation sur la base du référentiel de qualité environnementale qui a été créé par l'ensemble des professionnels autour de groupes de travail. Et ensuite, on a une revue de projet collective lors de commissions publiques qui viennent attribuer des points supplémentaires à ces projets dits de bâtiments durables afin d'attribuer un niveau de reconnaissance provisoire en phase de conception. Et on répète cet exercice en phase de réalisation et d'exploitation. Et j'y viendrai dans quelques instants, mais la prochaine commission publique de ce type aura lieu à l'Académie du Climat le 28 juin. Et vous en aurez une autre peu de temps après, le 11 juillet, à l'espace Boussicaut Paris Innovation. Si vous voulez voir des projets de bâtiments durables franciliens évalués par vos pairs. Notez aussi que les prochaines formations organisées par Ecopolis, donc il y en a une très bientôt dans 3 jours sur le développement durable et la qualité environnementale avec la SCOP des 2 rives. Également une formation sur les principes de ventilation naturelle dans le tertiaire et l'habitat. Ça, ce sera le 27 juin.
Et j'en profite pour vous dire qu'à la rentrée, un deuxième volet de cette formation, un peu plus technique, à destination notamment des bureaux d'études, sur 2 jours, aura également lieu. Vous avez une formation pour vous sensibiliser à la problématique de la qualité de l'air intérieur dans les bâtiments. C'est une démarche qui est développée par l'ADEME qui s'appelle ECRIN et pour laquelle nous proposons une formation de 2 jours à la rentrée. Et enfin, une thématique qui est d'actualité, on le ressent aujourd'hui, sur rafraîchir les villes, donc tout ce qui a trait aux îlots de chaleur urbains et aux éventuels îlots de fraîcheur dont on pourrait se doter. Sachez que deux projets aussi, Bâtiments durables franciliens, peuvent se visiter. On organise régulièrement des visites de chantier ou des visites des bâtiments en cours d'exploitation. Donc le 12 juillet, vous pourrez visiter l'un des fameux groupes scolaires de la ville de Rosny-sous-Bois, voilà, qui a un projet reconnu OR en démarche Bâtiments durables franciliens, et la non moins connue Maison des Canaux, donc à Stalingrad, qui se visite le 20 juillet. Vous pouvez sortir votre téléphone et dégainer pour accéder à l'infolettre bimensuelle et thématique. On vous donnera également, il y a de la documentation à l'entrée si vous voulez avoir accès à notre newsletter et à tous les événements organisés par Ecopolis. Voilà. Il est aussi possible de nous soutenir en devenant adhérent de l'association ou de donner le contact de ma collègue Sarah Lafitte si vous avez l'intention d'inscrire l'une de vos opérations ou de sensibiliser votre maîtrise d'ouvrage pour se faire accompagner par nos équipes techniques en bâtiments durables franciliens. Je vais maintenant laisser la parole à Rémi Doucet, vice-président du Conseil régional de l'Ordre des architectes, qui va vous dire quelques mots sur la thématique du jour, réhabiliter avec les matériaux biosourcés. Je t'en prie, Rémi. Merci, bonsoir à toutes et tous. Merci d'être venus au Récollet. Donc, l'Ordre des architectes a 2 missions. Une mission régalienne, donc gérer le tableau de l'ordre et former les architectes, donc assurer au grand public et aux professionnels la qualité architecturale à travers ces professionnels. Et une deuxième mission qui est plus politique, donc qui concerne un peu la réunion de ce soir, c'est informer le public autour des bonnes pratiques de l'architecture, promouvoir l'architecture auprès des collectivités, auprès du grand public, auprès des professionnels. Donc c'est ce qu'on fait ce soir avec Ecopolis, donc avec ce 10e cycle consacré à la rénovation. Donc un petit mot très rapide sur le contexte de cette soirée. Donc je ne vais pas plomber l'ambiance, mais rappeler très rapidement les crises écologiques et environnementales, donc climatiques, la biodiversité, l'épuisement des ressources, notamment le sable, et une crise migratoire qui nous attend également. Donc pour répondre à ces crises, le gouvernement a quand même fixé des objectifs. La décarbonation du bâtiment, notamment, qui doit participer à la décarbonisation globale. Et donc, le bâtiment devrait arriver à une neutralité carbone en 2050. Très ambitieux. Il faut rénover donc 30 millions de logements d'ici 2050. Et je crois qu'il y a un objectif pour 2030. Voilà. Donc, la priorité est pour l'instant de lutter contre les passoires énergétiques, F et G, mais en tout cas, massifier très rapidement, accélérer la rénovation. Donc, si on massifie cette rénovation et qu'on le fait pas très mal, disons de façon uniforme, on va droit à la catastrophe puisqu'il y a énormément de patrimoine, il y a une diversité très importante sur nos territoires. Il y a un tiers de bâtiments patrimoniaux ou en zone patrimoniale ou construits avant 48, avec des parois qui ont besoin de respirer notamment. Et donc, on ne peut pas appliquer les matériaux, on va dire, conventionnels, les matériaux perméables partout. Et donc, il faut trouver des solutions un petit peu nouvelles ou des solutions anciennes ou remettre au goût du jour des solutions anciennes. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec les matériaux biosourcés. Donc, on attendait avec impatience cette soirée. Ce sont des matériaux donc, issus de la biomasse, alors à 100% ou avec un certain pourcentage de biomasse, en tout cas qui sont compostables, que ce soit
On va voir ce soir le chanvre, la paille, mais ça peut être aussi le miscanthus, le liège, donc tous les matériaux issus de la biomasse. C'est encore un petit peu expérimental, c'est émergent, c'est des matériaux qui émergent énormément. Tous les éléments, tous les maillons de cette filière sont importants. S'il y en a un qui est fragile, ça bloque évidemment toute la filière. Peut-être que nos intervenants reviendront là-dessus. On va voir, nous, ce soir, un peu des mises en œuvre particulières, donc le chanvre et la paille. Le chanvre avec Dumont-le-Grand et la paille avec Trévivant. Sur des opérations plutôt de taille modeste, on voit souvent des grands équipements publics ici. Ce soir, on sera sur des équipements plutôt modestes, donc c'est exemplaire aussi finalement dans leur modestie et dans le côté réplicable, multipliable de ces deux exemples qu'on va voir ce soir. Donc voilà, je laisse tout de suite la parole. Et puis ensuite, on pourra éventuellement avoir un débat ensemble et avec la salle sur ces matériaux qui sont assez prometteurs. Voilà. Je laisse la parole à l'agence Legrand. Monsieur Dumont. Bonsoir, merci de l'invitation. Moi, je vais vous parler de 4 projets, en fait, principalement 2 immeubles d'habitation situés en Île-de-France et de 2 écoles qui, pour les 4, ont été réalisées, en tout cas transformées avec des matériaux biosourcés. L'idée, c'est de mêler un peu les époques. Le premier, ça va être la Huchette, c'est un petit bâtiment qui est dans le centre de Paris, qui date du XVIIIe siècle, et qui a été réhabilité avec une isolation en béton de chanvre. Le deuxième, c'est un petit immeuble à Brunoy, dans l'Essonne, qui lui a été, qu'on a conçu quelques mois après la livraison de la Huchette, et qui est un bâtiment que l'on a expérimenté avec un peu les mêmes outils de construction, enfin les mêmes outils de construction, mais qui eux-mêmes ont été expérimentés sur ce deuxième immeuble. Et enfin, je vais faire un petit pas de côté sur 2 écoles, une à Creil dans l'Oise, qui est une école qui a été construite au début du siècle, qui est une école de la République en pierre calcaire, et vous verrez qui elle, est un peu dans la continuité des 2 autres immeubles, dans la démarche. Et puis enfin, un bâtiment des années 70 à Grigny, construit très exactement en 72, et qui est tout en béton et qui actuellement n'est pas isolé. Voilà. Donc là bon, nous sommes une agence qui travaille entre Paris et Bordeaux, et on a un peu les mains, je dirais, dans ces matériaux biosourcés, géosourcés, depuis pas mal de temps. C'est un engagement d'agence, je dirais, qui traverse un peu tous nos projets, pas tous évidemment, parce que c'est pas évident de placer ces sujets partout, mais en tout cas, au sein de l'équipe et au sein de la démarche initiale de moi-même et de mon associé, on s'est toujours entouré, je dirais, d'une équipe qui portait ces sujets-là. J'oublie surtout pas LM ingénieur, en fait, Laurent Mouly, qui n'est pas là, mais avec qui Laurent et Grégoire, son frère, on a conçu tous nos premiers projets d'agence. Donc des petits projets, comme ça a été dit tout à l'heure, et qui nous ont énormément aidés, je dirais, à porter ces sujets, à les développer, à passer énormément de temps à interroger la matière, quoi. Donc la Huchette, c'est un petit immeuble du 18e dont la RIVP est propriétaire, qu'on a livré en 2016, qui se trouve juste enfin tout à côté de Notre-Dame, dans le quartier de la Huchette, juste en face du caveau de la Huchette, pour ceux qui voient. Et au moment où on démarre la conception de petit immeuble, là, qu'on voit en noir sur l'image, on est en train de livrer un autre bâtiment au Loge en Josas qu'on avait construit complètement en béton de chanvre, un ensemble de logements, je dirais, ruraux, et qui se terminait à cette époque. Et on avait, grâce à ce premier projet réalisé à l'agence en béton de chanvre, pris connaissance du matériau, de ses caractéristiques, enfin de tout ça. Et puis bien évidemment de sa filière et des gens qui portent cette filière, qui sont assez phénoménaux, il faut le dire. Et donc là, ce petit immeuble, en fait, il date du 18e, sur sa partie à gauche. On lui a étendu une petite extension qu'on voit sur le plan qui va accueillir l'escalier. Alors il faut savoir que c'est un immeuble qui était quasi en arrêté de péril, avec des planchers, avec des dévers de 30-40 cm un peu partout.
Et ce petit aller-retour qu'on voit à gauche sur le plan était une petite aller-retour, c'était un petit escalier en pan de bois qui tenait quasiment plus. Donc il y a eu un petit défi à la fois technique de démolir et reconstruire la cage d'escalier sur le côté et de réhabiliter pleinement le bâtiment ancien. Donc il y a les éléments, je dirais, qui ont guidé le projet, ce sont la ventilation naturelle forcée. On a récupéré tous les conduits de cheminée pour et réaliser un petit soupirail, un petit jeu de kernels qui vont chercher l'air neuf en partie basse, au niveau de la toiture terrasse qu'on verra en photo tout à l'heure, et qui remonte cheminée et pièces étage par cheminée en toiture avec une petite action mécanique en fait, qui aide le tirage. Et bien évidemment, la démarche, je dirais, fondamentale, ça a été aussi d'isoler en béton de chanvre, et je vais vous dire un peu comment. Là, ce qu'on voit en photo, c'est la réhabilitation des planchers. On a des bacs acier, des bacs Lewis très fins qui nous ont permis de récupérer un peu de hauteur. On a gardé les poutres maîtresses, on est venu poser ces bacs dessus, et on voit sur la photo droite à l'arrière l'aile contemporaine en ductal. Donc là, on n'est pas du tout dans un matériau biosourcé, mais en tout cas, qui nous semble être un bon choix technique du fait d'une exigence géotechnique qui était de ne pas charger les fondations existantes, de ne pas les déchausser au moment où on allait construire la nouvelle aile en retour et de se replacer strictement sur la fondation d'époque pour reposer les charges et placer un escalier en acier qui vient se loger un peu entre les mitoyens. Donc la démarche béton de chanvre, alors je vais vous parler du chanvre là, mais je vais aussi vous parler un peu de paille, mais l'idée, c'est de poser un peu les raisons pour lesquelles on l'utilise. Donc, le chaux chanvre, c'est quoi? C'est un mélange de chaux-de-vote, de chaux aérienne et d'eau. Sa particularité et l'intérêt qu'on y voit, nous, c'est qu'il c'est un matériau perspirant qui laisse passer l'humidité. Quand il fait chaud, l'eau qui est traversée, que le matériau l'eau qui traverse le matériau s'évapore et crée un phénomène, donc l'évaporation crée un phénomène d'absorption de chaleur qui va générer un petit effet de paroi froide, et inversement en hiver, quand l'eau condense, qui fait froid à l'extérieur, un peu plus chaud à l'intérieur, il y a un phénomène un peu exothermique qui génère un petit coup de chaleur sur la paroi. Donc c'est très léger. Quand on m'a raconté ça, j'y croyais pas trop. Et en fait, ce que je vais vous raconter après à travers le deuxième projet qui arrive de Brunois, c'est qu'on a instrumenté en fait ce deuxième projet et on est en train d'essayer de confirmer un peu ces intuitions qui sont posées par les ingénieurs et les gens de la filière qui ont bien évidemment modélisé tous ces comportements de matériaux, mais il y a encore des retours d'expérience et d'instrumentation qui se mettent en place en ce moment pour vérifier tout ça. Une photo de l'intérieur, donc voilà le projet en réhabilitation en tant que tel avec un peu le gros œuvre. Et une photo ici du bâtiment final. Alors qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on a ce qu'on voit là sur la petite image à gauche, on voit le moellon. Je sais pas si on voit. Ouais. Donc le moellon d'origine ici qui va être enveloppé par l'extérieur d'un petit enduit hygrométrique de 3-4 cm selon les zones, et à l'intérieur d'un béton de chanvre d'une centaine de millimètres qui va être recouvert d'un enduit intérieur à la chaux, et les tableaux, etc., qui viennent se placer là avec l'effet d'ébrasement d'époque qui est conservé et le placement de la fenêtre là, qui est resitué exactement au même endroit, quasi de sa position d'origine. Ce qui nous a intéressé là, c'est que la double enveloppe, en fait, à la fois fine à l'extérieur de 4 cm, elle n'est pas neutre du tout. J'aurais un peu mal à expliquer les calculs que Grégoire Mouly a fait, mais il y a une température de paroi, je dirais, qui est lissée avec cette isolation par l'extérieur, faible mais suffisante pour que la paroi réagisse de manière assez homogène sur l'ensemble. Et puis il y a bien évidemment une isolation intérieure qui fait le travail qui suit. Tout ça, c'est perspirant, ça laisse évidemment le moellon d'époque vivre sa vie et accepter les évolutions hygrométriques extérieures. Et nous, côté architecture, ce qui nous a intéressé, c'est ce petit détail, c'est qu'en fait, le petit 4 cm permet de préserver la corniche et de garder la modé nature de cet immeuble un peu hétérogène, j'en ai pas parlé, mais de garder les éléments de façade d'époque et donc de rester vraiment, de conserver vraiment l'esprit d'origine du bâtiment. Alors, ce que j'ai pas dit, c'est qu'il a été construit en plusieurs époques, un 16e, 17e, 18e. Il y a une base de fondation 16e, il y a un rez-de-chaussée plutôt 17e, et après tout l'étage est plutôt les étages nobles sont plutôt 18e.
Donc on a un bâtiment très composite, très hétérogène à l'intérieur. Donc ce à quoi il faut vraiment veiller quand on part sur une solution en béton de chanvre, c'est qu'il n'y ait pas de ciment dans la paroi, hein, le ciment n'étant pas perspirant. Il faut du moellon, il faut de la pierre sous une forme ou une autre. Et donc le temps du sondage, le temps du diagnostic est un temps essentiel évidemment pour confirmer le choix qu'on a fait au moment où on était en étude. Donc on a eu un peu peur au moment où on a commencé à piocher les derniers étages, mais on a vite vu qu'il y avait assez peu de ciment qui avait été rajouté au 19e ou au 20e et qu'on avait une base, je dirais, compatible avec l'outil qu'on voulait appliquer. Voilà donc quelques photos de la projection. Alors la projection avec... ce qui nous intéresse aussi évidemment, c'est vis-à-vis entre une démarche très artisanale, très complexe. Hein. On est dans un tout petit îlot avec une rue qui fait 3 mètres d'accès. Et en même temps, un projet un peu en préfabrication. Donc il y avait un petit enjeu comme ça double de trouver une architecture très contemporaine qui vient jouer comme ça avec un outil projeté quasi à la main. Alors là, c'est pas qu'à la main parce qu'on a terminé à la main, mais les... les bilans carbone, je pourrais peut-être revenir après dessus. Non, j'ai pas les photos là, mais en tout cas, si j'ai les photos sur Bruno après. Alors, la mise en œuvre, en fait, elle a été faite à la centrifugeuse au rez-de-chaussée et il y a une espèce de grande lance, en fait, hein, qui fait plusieurs étages, qu'on vient projeter à tous les étages. Face intérieure, évidemment, il n'y avait plus assez de pression au dernier étage, donc tout ça s'est fini à la truelle avec les artisans. Donc là, par exemple, sur ce projet, pour raconter un peu la fragilité de la filière et en même temps sa richesse, c'est que sur le projet des loges Jean Josas, on avait travaillé, celui dont je vous parlais tout à l'heure, on avait travaillé avec une entreprise qui a fait faillite pendant le chantier, qui nous a évidemment bien inquiétés. Et en 3-4 jours, le maçon qui travaillait avec cette entreprise, qui était spécialisé en chanvre, s'est formé avec l'entreprise défaillante et a pu en 3-4 jours se former à la projection, savoir manier les mélanges, etc. Donc il y a une espèce de transmission qui s'est opérée sur le premier chantier qu'on a vécu. Et sur celui-là, de la même manière, on a travaillé avec une boîte qui s'appelait Bâtir Rénov à l'époque, hein, qui dépend de Bouygues, qui est une entreprise générale et qui avait fait appel à un ravaleur en sous-traitance. Et évidemment, quand les marchés ont été passés, ils nous ont dit, bon, le chanvre, on n'en fera pas, on mettra du polystyrène à l'intérieur. On leur a dit que non, évidemment, on ne mettrait pas du polystyrène à l'intérieur, mais qu'on mettrait du chanvre. Et on les a accompagnés, je dirais, tranquillement, et ils se sont formés un peu avec le corps de la filière qui est venu les aider. Donc là, il y a eu notamment Gérard Lenain, qui est un peu un des fondateurs de la filière, qui est venu former les artisans projeteurs de l'entreprise sous-traitante de Bâtir Rénov. Donc il y a eu une espèce de transmission comme ça qui s'est faite et qui a rendu le chantier d'une certaine manière assez riche avec la RIVP qui s'est particulièrement intéressé au sujet à ce moment-là. Je vais passer sur Brunois. Alors, il y a quelques photos de l'intérieur avec l'escalier qui est terminé. Donc, Brunois, on est sur un modèle de petit immeuble. Alors là, on travaille non plus avec la RIVP, mais avec l'Habitat Humanisme. Il s'agit de 8 logements, donc c'est une petite opération assez simple en cœur de bourg, juste en face de l'église, j'ai oublié le nom, Saint-Médard, et on se trouve rue Montmartel, donc pas très loin de l'hôtel de ville de Brunois. Donc on est à 45 minutes, 1 heure d'ici. Ici, au moment où on démarre ce projet, on se dit juste, on est dans une typologie d'immeuble qui est exactement la même que celle de la Huchette, donc on va reproduire, mais on va essayer de pousser un peu plus les choses. Alors tout ce que je vous dis là, c'est évidemment, je ne suis pas tout seul. Laurent et Gallois Mouloun, ils ont dit ce qui serait super intéressant, c'est d'instrumenter en fait ce bâtiment. Donc, on hérite d'un bâtiment plutôt en bon état malgré les quelques images que vous allez voir. J'ai quelques photos, peut-être je vais faire des allers-retours parce que ce sera peut-être plus simple. Voilà, on a une photo avant, une photo après, donc plutôt en mauvais état en face extérieure, mais dans le fond, pas en si mauvais état dans ses bases. Et ce que l'on a fait, c'est qu'on a... Alors vous avez à droite les plans existants et à gauche les plans projetés. Donc on a recréé un escalier ici, celui évidemment d'époque qui n'était absolument pas compatible avec tous les accès, etc., de sécurité incendie. Bon, on est en deuxième famille, mais bon, il n'y avait pas tant d'exigences que ça, mais bon, on est reparti sur un escalier plutôt aux normes. On a, de la même manière que les loges, on a plutôt conservé les poutres maîtresses et recréé des planchers. On avait pas mal de dévers aussi. Et on a donc isolé, alors là pour le coup on n'a pas fait d'enduit hygrométrique à l'extérieur, mais on a fait un enduit plutôt un peu plus épais à l'intérieur en chaux-chambre. Et voilà. Donc là,
Donc l'instrumentation, alors je suis désolé, je ne vous ai pas épargné les textes, mais en gros, le principe de l'instrumentation, c'est on a mis des sondes à l'intérieur de 4 logements, des sondes donc, qui vont prendre la mesure de l'humidité intérieure, de la température intérieure, etc., pendant 2 ans. Donc là, on est à la fin de la première année d'expérimentation. Et on a mis des sondes à l'intérieur des murs. On a mis 4 sondes par zone, une sonde à 2 cm de l'intérieur de la paroi, 4 cm, 6 cm, 8 cm, etc., pour évaluer justement ces effets de changement de phase dont je vous parlais tout à l'heure. Donc je n'ai rien à vous apprendre aujourd'hui, parce que je sais que les mesures sont en cours d'analyse à l'ADEME. L'ADEME est l'organisme qui a financé, non pardon, c'est le CEREMA, excusez-moi, c'est le CEREMA qui a financé l'instrumentation sous la tutelle de Laurent Galois-Maudy. Donc normalement, on va avoir des retours, je dirais, d'ici quelques jours. Mais ce qui apparaît, visiblement, les premières conclusions, c'est qu'on confirme les hypothèses de départ. Les températures de confort intérieur sont meilleures que ce qui était prévu au niveau calculatoire. Les températures de parois, elles aussi, sont un peu meilleures, je dirais, que ce qui était prévu au départ. Donc toutes les problématiques de surchauffe d'été, de déphasage, etc., a priori se confirment de manière assez claire à travers les calculs. Et c'est un outil hyper important, je dirais, pour porter et consolider le propos des règles pro de la filière chanvre. Donc voilà le petit bâtiment dans son état quasi fini, avec les enduits qui sont en train de sécher doucement. Les plans, je vous ai montré. L'avant, l'après. Un petit détail sur la paroi. Donc là, peut-être un peu la petite différence, c'est qu'on a un peu plus d'épaisseur sur le chaud-chambre intérieur. Alors, pour ceux qui s'intéressent très précisément, le moellon, quand il n'est pas bien fini, on passe un gopti en premier lieu. Ensuite, on projette le chaud-chanvre, à la lance. Là aussi, c'est Gérard Lenain qui est venu former l'entreprise MCP, qui elle-même n'était pas formée au chaud-chanvre, qui maintenant en fait un savoir-faire qu'elle peut utiliser sur d'autres chantiers, parce qu'elle sait le faire, ça y est. Des tasseaux ici qui vont permettre de fixer le pharmacell ici. Alors, un élément hyper important qu'il ne faut jamais oublier, c'est que les effets de perspirance et de transmission de l'eau dans tous ces états entre l'extérieur et l'intérieur doivent se faire par contact. Il ne faut jamais un vide d'air entre tout ça. Pour ceux qui pratiquent un peu ou qui commencent, il faut jamais mettre un vide d'air face intérieure quand on utilise du chaud-champ pour passer les réseaux, etc. Il faut vraiment qu'on ait une compatibilité et un contact, c'est essentiel, depuis l'intérieur vers l'extérieur, entre le pharmacell, le nergalto, etc., le chaud-chanvre et le moellon d'époque. Voilà, donc là, on a les équipes qui sont en train de dresser le chaud-chanvre avec les petits tasseaux qu'on voit là, qui permettent aussi de faire régner le chaud-chanvre une fois qu'il a été projeté. On récupère tout ce qui est en partie basse et on va le reprojeter à un autre étage si on peut le remélanger, évidemment. Voilà, donc là, on est vraiment dans le semi-artisanal. Les finitions sur les tableaux, on va plutôt les faire à la main. Les finitions sur les faces courantes, on va les faire à la lance. Il y a des cadences, c'est des débats. Ça, pour ceux qui en ont déjà fait, il y a des débats sans fin sur la cadence, sur le temps de séchage. Le temps de séchage, pour en parler en 2 mots, c'est évidemment quelque chose qui fait fuir pas mal de mètres d'ouvrage. Là, dans les 2 cas, on a hérité d'immeubles vides. Je ne vous ai pas parlé du programme d'habitat humanisme. En fait, ce sont des logements qui s'adressent à des gens qui sont dans la rue et qui sont logés pendant 1 an avant d'être replacés dans le logement social ou dans un circuit plus classique. Donc, c'est un lieu d'accompagnement assez fort et assez central en tout cas pour le quartier. Et pour un vrai projet social pour Habitat Humanisme. Et donc, voilà. Donc, au rez-de-chaussée, un petit espace d'accueil. Et voilà, là, on a ici, en partie, c'est ça que je vous l'ai montré tout à l'heure, la centrifugeuse dans laquelle on mélange les 3 éléments, l'eau, le chanvre et la chaux, qui partent, une fois qu'ils sont mélangés, dans une lance qui va être projetée à l'intérieur de l'immeuble. Alors, le temps de séchage, voilà, pour y revenir, on est sur des temps de séchage qui sont évidemment beaucoup plus longs que quand on pose du placo avec de la laine de verre, mais c'est tout l'enjeu, je dirais, de ce matériau, pour revenir sur des sujets, en tout cas, de décarbonation du monde du bâtiment, enfin, au-delà même de ces sujets-là. Là, il est question pour nous de
de permettre à la paroi du 18e ou du 19e de rester, enfin de retrouver, de se remettre dans la situation dans laquelle elle était au départ. Et bien souvent, elle a été revêtue d'un isolant polystyrène d'un côté ou d'un enduit ciment de l'autre côté, ce qui fait qu'elle dépérit et ne tient pas. Ce qui est un sujet évidemment très très courant en réhabilitation. Donc là, on est dans l'idée de perpétuer l'ouvrage initial avec une technique qui le permet de durer. Alors, petite histoire supplémentaire dont on n'est pas porteur, c'est plutôt Laurent Gavoire-Mouly qui le sont, c'est qu'il y a quelques éléments de charpente qui ont été déplacés au 5e toit à la caserne Excelmance dans le 16e, dans le cadre d'un atelier participatif avec des migrants. Et Grégoire et Laurent, avec Atelier Plus 1, ont formé pas mal de gens à la charpente avec ces morceaux qui ont été récupérés, qui d'ailleurs ont été redémontés là, il y a quelques semaines et qui sont repartis sur un autre site. Donc on est aussi, c'est un petit pas de côté de réemploi sur ce projet qui nous tenait à cœur. Voilà, donc là je vais passer complètement, enfin dans une époque un peu proche qui est le début du 20e, ici une école à Creil, je ne sais pas combien de temps je suis, combien de temps il me reste. Il me reste quoi, 5 minutes, 10 minutes, je ne sais pas. Il me reste combien de temps? 5 minutes, bon, je vais aller très vite. Donc à Creil, donc là à Creil, on est dans le bassin de l'Oise, pierre calcaire, centre-ville, école Édouard Vaillant. Le principe de base, c'est on surélève l'école existante d'un étage ici et on crée une restauration avec avec une salle polyvalente ici. Et on se place, je dirais, un peu en porte-à-faux du programme qui visait à construire un bâtiment R+2 ici dans la cour, qui aurait généré beaucoup d'ombre chez les voisins et sur notre propre cour. Donc en gros, on se pose sur l'existant. Qu'est-ce que ça donne en image? Donc ça donne un bâtiment qui va être réhabilité sur sa partie extérieure ici, avec une grande galerie tout en bois sur le dessus, très réglée, très stricte. Et voilà, en vue d'ensemble, la restauration, le bâtiment surélevé ici avec sa galerie d'époque, alors qui n'a plus ce dessin-là, qui a changé depuis, vous avez les images après, et différentes surélévations par ailleurs. Ça, c'est une vue depuis la cour, donc la restauration, la surélévation ici, et le bâtiment en pierre calcaire d'époque. Donc là, j'ai mis des coupes, en fait, je trouve ça assez intéressant d'expliquer un peu la manière dont on travaille. C'est la rue est ici, la cour est ici, le bâtiment existant ici, avec sa surélévation tout en bois ici, et tout l'existant ici en pierre calcaire ici. Donc ici, réglementairement, on est en RT 2012, dès lors qu'on est en bâtiment ancien. Ici, on va être en RE 2020. Donc on a des performances plutôt élevées à atteindre ici et plutôt, je dirais, mesurées à atteindre ici. Donc ici, on va rester en béton de chanvre enduit face intérieure, enfin en briques de chanvre enduite. Là, on a des problématiques de planning qui font qu'on part plutôt en sec. On préserve évidemment la façade d'époque, qui est plutôt hyper intéressante. Enfin, c'est une pierre calcaire, je dirais, modérément dessinée, mais assez belle. Et on vient poser dessus un élément un peu supplémentaire contemporain en bois, surisolé, enfin très isolé dans ces éléments de charpente. Quand on zoome un peu, voilà, on est ici dans un peu l'objet architectural qu'on dessine et qu'on surdessine pour arriver un peu au bon détail. On a ici donc la galerie dont je vous parlais tout à l'heure qui va donner sur la rue. Avec, bon, là, on a un mur en cogétherme avec un enduit extérieur. Ici, le pan de bois à cet endroit-là. Ici, les façades vitrées avec un petit peu de bois en isolation ici. Et là, toutes les briques de chanvre qui vont se retrouver sur la face intérieure du calcaire. Donc ça donne en fait voilà, cette façade qui est côté cour, ici, là. Elle est évidemment pas mal remaniée pour plein de raisons de reprise, etc. Mais on vient poser donc, sur la pierre calcaire assez fragile voilà, l'étage des classes. Voilà. Donc là, on est vraiment dans une hétérogénéité de travail. C'est un peu ça que je voulais vous montrer, c'est que la petite évidence qu'on a peut-être sur un petit immeuble du 19e, on l'a évidemment pas là. On est dans une approche très composite, assez complexe. Et je dirais l'enjeu et le travail qu'on va porter avec les ingénieurs structure et qui en étaient tout à l'heure au téléphone, parce que les diagnostics arrivent évidemment trop tard, les reprises en sous-œuvre, etc., etc. En fait, il y a une complexité quand on pose le matériau biosourcé, quand on pose le choix de mettre du bois et qu'on décide de conserver un maximum d'ouvrages sur un bâtiment ancien. Enfin, voilà. On a une somme de complexité qui fait qu'on arrive à une forme d'hétérogénéité qui nous intéresse, mais qui demande pas mal de temps de travail. Et je bascule sur Grigny. Donc là, on est dans une famille et une typologie d'immeubles. Donc on n'est pas très loin
de la Grande Borne qui est plutôt dans la diagonale gauche avec l'autoroute A6 quelque part ici. Le quartier des Tuileries, hein, on est en plein secteur NPNRU. Et ici, cette école qui a été dessinée par Balik, hein, qui est un architecte, qui est un contemporain d'Ayo, qui a pas mal travaillé avec Ayo dans d'autres parties de Grigny. Et bon, ce bâtiment, nous, on le trouve hyper intéressant parce qu'en fait, il a toutes les qualités d'une école qu'on aimerait donner à une école des années 70 avec des couloirs surdimensionnés, des escaliers pas désenfumés, enfin, tout ce qui fait le charme, je dirais, de la spécialité et de la modernité, je dirais, de cette époque. Et évidemment, une facture d'un bâtiment en béton, quand même relativement bien dessiné, non isolé, et avec sa finesse de châssis alu, évidemment, avec 80% de passage d'air de partout, etc. J'accélère. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On met la restauration derrière, on met une couronne d'extension sur la partie rez-de-chaussée, et on retravaille les façades de la partie principale en restituant le bâtiment un peu dans son état d'origine, on va dire, et on isole tout ça en paille. Donc ça, c'est la vue arrière avec un city-stade. Enfin, je vais plutôt vous parler des biosourcés. Le plan intérieur avec le U du bâtiment ici, la restauration à l'intérieur et une grande galette qui vient se placer ici, le city-stade ici, avec tous les éléments d'accueil qui vont se retrouver ici. Le bâtiment dans son état d'aujourd'hui. Les façades d'époque avec ce que vous venez de voir à l'instant en photo et ce qu'il y avait avant. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont venus remplir les allèges en 86, je crois. Et ici, on avait un dessin de façade un peu différent qu'on n'a pas restitué évidemment dans son état final, mais en tout cas, on a retravaillé, je dirais, assez finement les proportions pour retrouver, je dirais, un peu de hauteur dans le dessin des baies. Là, pour le coup, on s'est emparé du rez-de-chaussée avec une enveloppe, là aussi en ductal, pour le coup, très fin, 2 cm d'épaisseur, une isolation en paille intérieure, et tous les étages, eux, vont être revêtus d'une façade en paille, en caisson de paille de 22 cm, dont le détail est ici, avec le béton, la paille, un petit complément d'isolation, un vide d'air, et le pharmacèle enduit sur la face extérieure, les stores et tous les brisolets, tout qui vont avec. Ce que je peux dire là, peut-être pour comparer avec Cray, c'est qu'on hérite dans les deux cas, enfin, on fait complètement le grand écart dans notre travail, mais on place... ce qu'on a voulu, c'est garder évidemment la concision de la modernité du bâtiment d'époque. Il y a bien évidemment une épaisseur qui vient se rajouter à la finesse du béton, mais on déplace les fenêtres pour retrouver la même profondeur de tableau. On repart avec des châssis de fenêtres assez fins, en tout cas c'est comme ça qu'on les a écrits en appel d'offres. Et donc on essaye vraiment de coller au mieux je dirais, au dessin d'époque, tout en l'enveloppant donc de cette paille qui va apporter un air de paroi de 4 à 5 à peu près. Le béton il sera beaucoup plus faible, on va tendre vers les 6-7. Hein. Donc on va surisoler l'extérieur, on va profiter de l'inertie du béton à l'intérieur. On ne sera évidemment pas dans une logique de paroi perspirante, parce que le béton ne l'est pas. Mais, je dirais, on essaye de répondre au mieux quoi, voilà, avec cette équation architecturale et environnementale qui nous est posée. Voilà, donc là, on a une vue d'ensemble un peu avec les avant-corps et le dessin de la façade dont je vous parlais ici, qui était un peu celui dont je vous parlais à l'instant. Voilà. Eh bien, bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait plaisir de pouvoir reparler. On m'a annoncé pour parler de la paille. Je rappelle que j'ai parlé de la paille en février 2019 ici. C'était une présentation générale qui était dans le cadre d'ICEB et qui est toujours sur ce site de l'ICEB où on trouve cette présentation. Alors qu'aujourd'hui, ça ne va pas du tout être une présentation générale sur la paille, mais je vais essayer de retracer un peu, comme la thématique était retour sur l'expérience, l'expérience de mon propre agence qui s'appelle Trait Vivant, le trait qui vit, n'est-ce pas? Et ceux qui connaissent un peu ce qu'on fait, ils associent souvent la paille, mais aussi les voûtes avec notre pratique, puisqu'on a effectivement construit depuis certains franchissements d'espace en compression en forme de voûte. Je profite de ce petit interlude pour vous dire qu'il y a une formation Construire en chanvre organisée par Ecopolis qui aura lieu du 10 au 18 octobre. C'est 4 jours. Ce sera dans nos locaux à Pantin. Donc n'hésitez pas, si vous avez été intéressé par la présentation précédente, à vous inscrire. Il y a des petites affiches de ce type qui sont disponibles à l'entrée. À toi, Volker. Ok, merci. C'est reparti.
Alors, la rénovation en paille, et comment est-ce que j'en suis arrivé là? Alors, les chiffres déjà ici sur le terrain de l'Île-de-France, qui est représenté par le collectif paille, dont on est cofondateur en 2015, et qui est un peu l'antenne régionale de l'enjeu pour la construction en botte de paille. Eh bien, un calcul qui a été fait en 2017, il me semble, ici. Si on prenait seulement 10% de la paille disponible en France, avec les taux qui sont annoncés ici pour rénover des immeubles ou des maisons individuelles, eh bien, on pourrait rénover tous les ans 6500 immeubles de 1000 mètres carrés, et on arriverait, si seulement on avait commencé en 2017, en 2050, à avoir rénové l'ensemble du patrimoine défaillant thermiquement en botte de paille. C'est-à-dire, travailler avec la botte de paille, ce n'est pas une question de manque de disponibilité de matières premières, ce n'est pas une question d'énergie grise, comme on dit, présente dans la botte de paille, parce qu'elle est proche de zéro, puisque la paille, c'est un coproduit qui est le produit secondaire de la production noble céréalière. Mais ça, ce sont des choses plutôt de généralité. Alors, une autre pondération que vous connaissez, quand on parle où est cette énergie, eh bien, on dit il est 23 dans l'industrie, il y a peut-être 32 dans le transport, et le bâtiment, pour le fonctionnement, ça sera tout ça. Effectivement, c'est un peu provocatoire quand je dis ça, à la limite, on pourrait s'emparer si on isole ou si on rénove et qu'on n'aura plus besoin justement de chauffer et de climatiser. Dans le transport, il faudrait ajouter facilement 10% du transport encore pour le bâtiment. Mais si seulement on rénovait avec la paille, qui, elle fait partie du pourcentage agricole et industriel, on arriverait très clairement en dessous de 2% en investissement de l'ensemble des besoins des énergies pour agir de cette manière-là. Ce qui n'est pas du tout le cas, évidemment, avec des matériaux qui sont plus énergivores. Maintenant, comme je voulais vous parler des maisons individuelles, parce que je disais, je vais retracer un peu l'historique de Très Vivant, on est assez présent dans le secteur de maisons individuelles. Quand vous regardez les quatre typologies de bâtiments ici, eh bien, la maison individuelle est quand même prépondérante, il y en a 16 millions en France. Et après, quand on regarde un peu la répartition sur les époques de construction, on va en parler de deux maisons différentes, une avant 48 et l'autre dans les 30 Glorieuses. Tout ce qui s'est construit et qui continue à se construire ici ne fait finalement qu'un tiers de la maison individuelle et un 16e de l'ensemble du gâteau. Bon, voilà la voûte alors que je vous ai promise. Ce qui est décevant avec cette voûte, c'est qu'elle ne fonctionne pas tout à fait comme on l'attend d'une voûte, et donc d'autant plus ça interroge et ça fait comprendre peut-être comment a évolué notre pratique au sein de Très Vivant. La maison de laquelle je pars est celle-ci, et la question c'est essentiellement une rénovation par rapport à un ancien volume qui se situait ici, mais qu'on ne voit pas, qui était un véranda en aluminium, que vous connaissez peut-être avec les différents clients que vous avez, et qu'on remplace avec une extension. Et ce toit aussi qui était une rénovation, enfin qui était déjà une première intervention dans les années avant-guerre, sur une maison qui est du 19e, elle nécessitait d'être isolé et pourquoi pas rehaussé pour créer des vrais espaces exploitables là-haut. Alors regardez plutôt ce dessin-là, parce que celui-ci il peut perturber par rapport à la réalisation qu'on a finalement réalisée. C'est en 2010 tout ça. C'est le tout premier projet que j'avais. Et je travaillais encore à moitié dans d'autres agences parisiennes où je grattais en AutoCAD, et donc je revenais des super grands plots avec des dizaines de milliers de mètres carrés d'hôpital et de bureaux et des choses comme ça pour après me concentrer sur les 50, 60 mètres carrés qu'on ajoutait ici. Eh bien, oui, ici on part de cette géométrie-là, vous voyez l'excentraction, le fait de la toiture qui est excentrée d'une première extension ici, et qui est repris par rapport au centre de la façade avec ce geste en forme de voûte. Ça, ce sont des dessins type esquisse, voire PC, et ça, c'est la coupe de l'extension côté jardin. On va voir de quoi il s'agit, parce que bon, quand je présente un peu des projets, j'aime bien quand même parler un peu d'architecture, et quand on parle de matériaux, eh bien là, vous voyez du bois massif, et on va voir l'effet un peu spatial, architectural, si vous voulez, de ce geste-là, c'est-à-dire d'éclairer le bois avec des luminaires zénithales en dessus des porteurs.
Ça, ce sont les façades en PC, et là, voilà le chantier. Donc, on découvre la toiture existante complètement. Vous voyez ici la rase qui nécessite à être fait. Donc, ce sont des projets où là, je ne pouvais pas encore dire, il n'y a pas de béton sur nos projets, parce qu'ici, en l'occurrence, il fallait refaire le chaînage. Mais bon, le chaînage, il n'y a pas plus économe que de mettre des barreaux et de couler du ciment dessus. Et puis, bon, premier projet, première expérience avec les entreprises. J'ai énormément appris de ces entreprises. La plupart des choses que... J'ai eu beaucoup de chance parce que justement, c'était des personnes qui m'ont presque intégré dans la coordination de leur côté, ce qu'il ne faudrait peut-être pas trop dire à cet endroit ici, mais c'était pour moi une très bonne école de travailler avec ces entreprises-là. Et puis, comment est-ce qu'on fait ça? Alors, si je le montre, c'est aussi que techniquement, il y a quand même, alors 2010, donc il y a 13 ans de ça, et il y avait des choses qui, quand on commençait seulement de parler, par exemple le plancher en bois massif. Alors ici, effectivement, après avoir déposé l'ancien plancher faible, qui était des combles non exploités, ici, l'idée, c'est pour rester le plus bas possible avec un plancher bois massif qui faisait 15 ou 16, je ne sais plus, centimètres pour une portée de 7 mètres. Ce bois massif, vous le voyez là, ça c'est la hauteur dont je vous parle, et ces lambourtes là, ils sont grutés. Malheureusement, ça venait d'Autriche. À l'époque, il y avait une entreprise qui était en train de se former en France et qui n'a jamais vu le jour. Le plancher qui est en train d'être posé avec le grutage, et puis la sous-face de ces planchers-là, comme c'est un des grands avantages du bois contre-tourillonné, celui-ci il était contre-collé, vous avez la finition en même temps. À partir du moment que les appuis, vous les réglez proprement, ici c'est une cornière en acier laqué, eh bien il n'y a plus aucune finition à faire, mis à part de refermer les murs pour faire l'assemblage entre vertical et horizontal. Et puis la façade ici, donc préfabriquée, et là-dessus, préfabriqué côté rue, et là-dessus, on commence à poser, comme vous le voyez ici, ce qu'ils appelaient les lambourdes, et là, voilà, polystyrène, graphité, ou les termes qu'inventent les industriels pour nous dire que c'est quand même mieux que si c'était pas gravité, ou difficile à croire. Mais en tout cas, là, je faisais une voûte qui, elle n'était pas en paille. Voilà, donc j'en ai fait aussi. Et qui m'a d'ailleurs motivé de le faire autrement. Donc là, vous avez ce qu'ils appellent les lambourdes. Ils posent effectivement sur 3 appuis. Là, c'est l'appui central, sinon c'est les 2 façades. Là, vous êtes à l'intérieur sur l'appui central articulé au centre. Et les appuis aux extrémités, ce sont les 2 façades. Par rapport ici, c'est typiquement juste une ossature bois qui est bardée après de vent. Et puis à l'intérieur, malheureusement, placo-plâtre sur style, comme d'habitude. Les évacuations des toilettes, de douche, la trémie, tout ça, c'est façonné en usine, donc il n'y a pas de reprise sur chantier. Donc un chantier comme ça, si les entreprises sont bons, se réalise très vite. Et voilà, il est réalisé. Je ne sais pas s'il y avait un autre détail sur la salle de bain. Après, la voûte, elle a été végétalisée. Donc là, je étanchais encore avec une étanchéité bitumineuse. C'était la seule, d'ailleurs. Depuis, je ne fais que de l'EPDM. Végétalisation sur cette voûte. Là, vous voyez voilà, la posture un peu pour diminuer visuellement cette voûte avec une rangée de émaux qui est assez... Oui, et là justement l'histoire des émaux, donc c'était aussi cette volonté architecturale de fondre un peu la meulière vers la nouvelle écriture. Donc c'était une des propositions un peu compliquées à mettre en œuvre, mais bon, il y a quelque chose qui est resté, c'est ce graphique-là qui s'est réalisé, c'est-à-dire des volets bois coulissants avec des émaux qui forment après ici le bandeau qui longe le bâtiment et qui diminue visuellement la chose. Donc ça, c'est la fameuse véranda. Pour la rénovation, on retrouve la coupe longitudinale, avec donc ici, la prise de lumière qui va, comme on va le voir, frôler cette structure bois. L'ancienne plancher qui a grandi, de nouveau du béton, c'est un peu l'équivalent de la rase. Puis un muret ici pour une grande terrasse qui va se mettre en place, le début de l'ossature bois. Voilà les Velux, donc ce sont des Velux standards, il n'y avait pas encore le fameux verrière Velux qu'on peut avoir maintenant, je ne sais pas si ça vaut mieux ou non, mais si en tout cas vous avez des profils d'assemblage entre des Velux type standard, et de l'intérieur ça donne un peu ça. Coulage de reprise de charge pour agrandir le passage. Et de ce côté-là, donc peut-être que je ne l'ai pas assez clairement dit, on est du côté jardin de cet immeuble-là, avec l'extension que j'avais annoncée au début de la présentation. Eh bien ici, il va y avoir un récupérateur d'eau qui va être posé sur la toiture terrasse ici et qui récupère l'eau de l'ensemble des 3 toits, c'est-à-dire de la voûte, le toit d'une première extension des années 80 et aussi ce toit-là.
Bien sûr, problème d'étanchéité avec une structure qui traverse, enfin problème non, mais point sensible à régler avec ce toit qui protège la bâche souple ici qui récupère de mémoire, je ne saurais plus, ça fait trop longtemps, oui, probablement 800 litres ou un peu plus d'eau ici, donc protection ultraviolet très important, et donc ça c'était le détail de remontée d'étanchéité, et là vous avez les luminaires zénithales. Voilà, ça donne ça du côté extension. La récupération des anciens panneaux polycarbonate qui constituaient la véranda, ça donne ça à l'intérieur. Ça donne cette ambiance lumineuse dont je vous parlais dans l'espace habité, avec le contraste avec le mur et la maison réhabilitée qui est composée avec les matériaux apportés par le projet. Bon, ça c'est un détail sur les terrasses. Bien sûr, quand on fait un projet, on aime bien pouvoir sortir. Là, il manque des choses, c'est pas très grave. Ça, c'est la première, et c'est très marrant parce que bien avant que j'appelais l'agence Très Vivant, cette maison s'appelait déjà Maison Vivante. C'est vraiment une coïncidence parce que donc 3 ans après ou 4 ans après, on a créé la société Très Vivant qui avant était un exercice un nom propre et qui s'appelait juste selon mon nom, et c'était la Maison Vivante. Ici, une autre maison qui est Maison d'Ado, et là on entre dans le sujet de la paille, parce que je fais une extension ici, mais surtout je fais de la rénovation ici, en ITE paille, et tout ça, ce sont des rénaux aussi. Là, on est en liège, et là, on est en ossature bois. Donc, petite maison, cette astuce d'isoler ici en paille, c'est essentiellement pour gagner de la largeur sur la façade, afin que l'extension puisse être maximale par rapport à l'espace habité et le volume gagné, par rapport au PLU qui demande bien sûr un alignement. Mais cet alignement, du coup, il gagnait de 40 cm à peu près du moment qu'on isolait la façade existante dans Botte-Paille du côté ouest. C'était des caissons semi-préfats, donc les caissons non remplis avec un AG pente du côté extérieur, donc un panneau perspirant. Et une fois les panneaux montés, qu'on ne voit pas forcément ici, là c'est la fondation pour l'ITE paille. Donc il y avait là aussi bien une descente de charge avec des pierres ponces et des montants bois pour serrer les bottes, comme on le voit ici, entre les montants. Et là, on voit par contre les panneaux, voilà, qui en une seule journée, avec le plancher central et les 3 panneaux du R+1, constituaient le hors-eau, hors-air pour pouvoir botteler du côté intérieur. Oui, finalement, il y a quand même pas mal de maisons. Voilà, la maison finie. Donc, un volume très, très simple. C'est pas une voûte, évidemment. C'est vraiment le plus simple. Et c'est la première. Alors, si tout à l'heure, c'était la première rénovation d'une maison, c'est la première maison où j'ai appliqué de la botte de paille. Et ça, c'était en 2012. Première expérience réelle avec la botte de paille. Bon, ici, encore très rudimentaire. Donc, l'entreprise, je ne sais pas s'il l'avait déjà fait avant. Donc, il fallait chercher une autre entreprise qui reprenait un peu l'enduit ici, depuis. Et on va le voir sur ce projet sur lequel je vais finir. On a trouvé des gens qui savent enduire bien meilleur. Et vous allez voir qui c'est, ces gens-là. Là, il s'agit d'un pavillon des années 60. Donc là, comme je vous avais annoncé, il y en avait une avant et une après la guerre. Donc ça, c'est des pavillons qui existent par milliers en Île-de-France, si ce n'est pas par dizaines de milliers. Et l'idée ici, c'est d'isoler en botte de paille dans des épines, comme je les appelle, donc des feuilles de bois très très faibles. Ça peut être quasiment une feuille réellement parlée, puisque son rôle structurel est uniquement de renvoyer la charge propre de la botte dans le mur. Donc il n'y a aucune descente de charge verticale sur la fondation. Cet élément qui peut être lu visuellement comme une fondation, en réalité, c'est un socle qui est suspendu. On va voir le détail. Eh bien, il est là. Vous avez donc 3 bottes posées à la verticale. Là, le recul de la maison, là, sur le niveau enterré, il nécessite une petite fibre de bois. Et là, à l'intérieur, vous avez des billes de verre soufflé qui vont jusqu'à la semelle de la fondation et qui sont tenues ici en gabion, suspendues sur cette lisse-là, qui, elle est suspendue par rapport aux épines qu'on a vues tout à l'heure dans le schéma et que vous voyez ici en plan. Cette maison-là, elle était retenue pour les offres du développement durable, je ne sais pas, il y a 2-3 ans. Des hypothèses de bardage qui ne sont pas faites. Voilà, ça c'est un plan de paillage, oui, donc les bottes entières, les petites bottes, les bottes redimensionnées. Et puis, oui, qui a fait ça? Eh bien, c'était un chantier participatif essentiellement pour ce qui concerne le paillage, mais surtout aussi l'enduit. C'était l'enduit sur place. Donc, comme vous avez vu, on avait décaissé l'ensemble du pourtour de la maison. Et cette terre-là, qui faisait à peu près 20 mètres cubes, ils étaient tamisés pour en faire 2 choses. D'une, le corps d'enduit. D'autre part, des BTC.
mais ça c'est un sujet que je ne traite pas ici, pour la partie sous-sol. Et puis il restait quand même beaucoup de terres qui devaient partir ou constituer des plantations sur butte qui sont toujours là. Parce que là vous voyez, il y a pas mal de terre qui part. On décaisse de part et d'autre pour créer des baies vitrées pour des sorties. Une maison qui avait un sous-sol semi-enterré, enterré d'1 mètre, uniquement technique pour des voitures. Et puis voilà, les billes de verre soufflé, c'est le fabricant s'est mis à port, mais il y a 2-3 fabricants comme ça qui font ça. Et puis là, vous comprenez bien la technique, vous avez des épines qui sont les éléments faibles là, et puis vous avez des caissons qui sont structurels de part et d'autre de la fenêtre, et qui, eux, vont supporter cette double lisse avec le filet en inox qui s'auto-encastre dans la partie remblayé. Avec remblayé, vous comment? Eh bien, à chaque fois avec une prouillette là-dedans. Et à partir d'ici, c'est les bottes qui démarrent, n'est-ce pas? Donc, pré-cadre, donc je répète, pré-cadre, vous avez les montants ossaturés, et puis là, c'est des éléments très très faibles. Là, ça marche par friction. Vous mettez la botte de paille comme praline de chocolat dans sa boîte pour qu'elle ait tenue à droite et à gauche. Bon, prolongement du toit, donc là, chevronnage, faible chevronnage par rapport à un ancien chevronnage qui était en acier, qui est ici. Et ils se reprennent sur les lisses enfin sur les épines et les caissons. Et puis maintenant les étapes, donc là on peut voir la jonction de l'arrivée du toit, donc découvrir 2 rangées de tuiles, mettre en place un pare-pluie qui est une protection du chantier, comme un rideau dans le théâtre qui doit devoir pouvoir descendre et remonter rapidement. Donc il est juste ficelé ici sur la longueur avec 3 nœuds. Et puis la pose des bottes, en démarrant du bois, protégeant les mises à port pour qu'il n'y ait pas de paille qui s'encastre derrière le grillage. Et puis voilà, 3 bottes par colonne pour faire l'ensemble de cette maison. Voilà, on participe grand et petit, on montre comment on coupe avec la scie croco. Voilà, avancement avec les différentes étapes, les angles qui, eux, nécessitent un traitement avec des étagères, parce que là, les bottes, ils ne peuvent pas être encastrés. Et puis la terre-paille entre les bottes pour fermer les joints, si vous voulez, pour permettre un support d'enduit homogène sur l'ensemble du fond de l'enduit. Et ça, c'est donc justement le deuxième usage de la terre sur place. Donc on fait l'ensemble du corps d'enduit, qui est celui-ci, avec la terre sur place. Là, c'est la barbotine, n'est-ce pas? Et ça, c'était le chantier participatif que vous avez eu tout à l'heure. Peut-être qu'il y a tout à l'heure une analyse de profil des personnes qui ont participé. Donc ce chantier, il a duré presque 3 ans. Puisque la maison a été habitée et puis ça ne dérangeait pas tellement. Sur les 3 ans, il y a presque 100 personnes qui sont passées. Et peut-être, sinon je vais en passer un mot, mais je pense qu'il y a un diapo sur ça. Ben voilà, en fin de pose de corps d'enduit, là vous avez d'ailleurs la recette de cette corps d'enduit. Là vous avez la KitchenAid, le mixeur qui prépare ça. Après, on laisse ça une saison avant de poser le chaussable de 7 mm, enduit de finition de 7 mm. Qui est lui par contre posé par des professionnels. La chaux elle prend bien plus vite que les argiles et c'est pas simple de poser. Après ça c'est les courettes d'arrière, courettes devant. Entre temps ça fleurit et la maison elle porte à juste titre son nom, maison fleurie. Vous avez ici de nouveau le détail où vous voyez comment ça se passe quand il y a une menuiserie, les pré-cadres et puis le détail de toiture que j'avais montré tout à l'heure et puis la réalité avec la courette côté rue. Vous voyez un détail des tableaux. Donc les menuiseries PVC, ce sont des menuiseries récupérées qui étaient ici à l'intérieur où dans un premier temps on a viré les 7 cm de c'était polystyrène placo contre-collé. Donc les finitions en plafond ici, on voit encore la trace de l'ancienne épaisseur du mur et qui est remplacée donc par des bottes 39 en profondeur côté extérieur. Et le tableau qui s'élargit énormément, il doit être recouvert. Donc l'ancienne rupture intérieure-extérieure était un peu près par ici et avec des interrupteurs pour les protections solaires en lamelles. Quand il y a des nouvelles fenêtres, puisque là c'était une porte-garage, c'était une nouvelle fenêtre, évidemment ils sont en bois massif. Les anciennes, celle-ci entre-temps j'en ai acheté une en bois quand même parce que c'était la fenêtre principale, mais tous les autres étaent remplacés. Les anciens profils PVC en Rénault, ils ont été reposés sur un support qui a été ressimilé comme s'ils retrouvaient de la Rénault, n'est-ce pas, pour pouvoir réutiliser la même menuiserie. Étape intermédiaire, voilà, ça fleurit déjà un peu plus. Et je pense que c'est tout.
Donc je voulais passer un mot sur un diapo qui semble absent. C'était par rapport au profil des participants sur le chantier participatif et pédagogique. Donc il y avait pas mal d'étudiants. Il y avait des étudiants aussi bien des ENSA que de Cergy qui font un master en éco-construction. Il y avait pas mal de jeunes adultes qui cherchaient à faire la même chose, donc pour se faire la main. Et puis heureusement aussi des architectes et ingénieurs. Et pour terminer sur ça, je ne peux que vous inviter de mettre la main plutôt que faire défiler. Je suis désolé de les avoir fait défiler très très vite, les diapos, parce que si je sais à peu près de quoi je parle, c'est vraiment du fait que j'ai mis la main et pas du tout du fait que j'ai suivi des formations, lu des livres, autre chose. Donc, et puis d'ailleurs, c'est une vraie joie. Eh bien, je vous remercie. Merci Volker. Tu peux t'asseoir dans un des fauteuils et je vais inviter Grégoire Dumont à monter sur scène aussi. Et c'est à vous, cher public, de poser vos questions. Oui, bonjour. J'avais plusieurs questions pour Monsieur Dumont. Parce que j'ai essayé de prescrire du béton de chanvre sur un projet et je me suis retrouvé heurté rapidement à la question des garde-fous de la RT. Parce que je vois que vous avez préconisé parfois des épaisseurs qui restent relativement faible au regard du pouvoir isolant, on va dire, validé par les fiches techniques, etc. J'avais une deuxième question sur tout ce qui est jonction fibre de bois chaud-chanvre, où je vois que vous utilisez souvent la fibre de bois pour traiter des endroits où il y a un peu moins d'épaisseur. Et je voulais savoir si dans le temps, comment ça fonctionne et est-ce que vous avez rencontré des soucis ou pas du tout. J'avais une autre question sur la brique de chanvre, du coup. Comment vous faites pour garantir le fait que pour la mise en œuvre de la brique de chanvre, justement, il n'y ait pas de lame d'air, entre guillemets, entre le mur existant et la brique de chanvre. Et une dernière sur Brunois, vous nous avez montré une photo de la toiture avant isolation, et je me posais la question de quel choix vous aviez fait à cet endroit-là pour l'isolation. Voilà, merci, ça va beaucoup. Vous pouvez prendre un des micros sur la table, là, juste devant vous. Alors, sur les performances, les premiers projets qu'on a fait, on était en RT 2012, donc on avait des performances assez faibles à atteindre. Cependant, le premier projet qu'on a livré, il y avait 29 cm d'épaisseur de chaux-chanvre et on était déjà dans une projection RE2020. Je ne suis pas capable de dire de combien, quel était le R de paroi, mais je ne sais pas le faire comme ça. Mais en tout cas, on passerait aujourd'hui en RE2020 avec cette paroi ossature-bois. Je ne l'ai pas montré en photo, mais de 29 cm d'épaisseur. Après, sur les autres projets, on est en réhabilitation, donc on a une atténuation des performances RT 2012. On est sur des épaisseurs de 12 ou 13 ou 14. Alors, je ne sais pas, je travaille peut-être avec des thermiciens magiciens, mais en tout cas, ils savent valoriser, je dirais, de manière assez fine les niveaux d'exposition des parois, les comportements, je dirais, thermiques des bâtiments sur lesquels on travaille, en fonction des orientations, etc. Enfin, ils vont vraiment au-delà du calcul réglementaire, on va dire. Alors, je ne suis peut-être pas assez pointu pour répondre à cette première question, mais voilà un peu les grands principes. Sur les compléments d'isolation comme la laine de bois, oui, le Steco, c'est une marque comme une autre, mais on l'utilise dans les tableaux. Alors, c'est peut-être un peu confus pour ceux qui n'ont pas l'image en tête, mais par exemple, pour la huchette, les tableaux de fenêtre, donc les parties verticales qui encadrent la fenêtre, vu qu'on ne peut pas évidemment réisoler avec 12 cm de chanvre à cet endroit-là, sinon des fenêtres d'1,40 m repasseraient à 1,20 m à peu près, 22-23, elles seraient beaucoup plus petites. On met des revêtements bois isolants assez denses et très performants. Donc c'est souvent avec ce matériau-là qu'on vient compléter, je dirais, la petite faiblesse d'isolation du chaud-chanvre. J'ai oublié les deux dernières questions, je les avais en tête, mais... Toiture. Alors, toiture, on est en laine de bois, je ne sais plus, on a 30 ou 40 cm d'épaisseur. Alors nous, on a fait l'expérience d'isoler en chaud-chanvre notre première opération, les loges Josès. J'en reparle à chaque fois sans avoir montré les photos, mais
Ça a été assez complexe parce qu'en fait, c'est très lourd, c'est très dense. La masse volumique du chaux-chanvre est quand même assez importante par rapport à la laine de bois. Donc, on s'est pillé des charpentes phénoménales pour porter tout ça. Donc ça, c'était notre première opération. Et c'est vrai que tant à la Huchette qu'à Brunoy, et même maintenant sur le projet de l'école de Creil, on reste plutôt sur des solutions légères et plus économiques. Et puis il faut dire aussi que la mise en œuvre du chaux-chanvre en toiture, c'est hyper complexe, parce qu'en fait, les artisans montent sur le toit avec la lance. C'est vraiment beaucoup plus compliqué de projeter sur une diagonale que sur un mur fermé, etc., protégé. Voilà. Et la brique, donc c'est de la brique qu'on empile, hein, on part du sol et on monte. Et en fait, il y a toute une mise en œuvre il y a tout un gobti en fait, hein, qui va solidariser la brique du mur. Au fur et à mesure qu'on monte, en fait, il y a un gobti chaux-chanvre. Hein, on remet en fait un chaux-chanvre, hein, entre la brique de chanvre et le mur d'origine. Voilà. Il y a tout un procédé de mise en œuvre, comme ça, voilà. D'autres questions? Oui. Bonsoir, Raphaël Elio, je suis architecte. Et j'avais une question sur Brunoy en particulier. Dans les photos de la bâtisse existante, on aperçoit pas mal de modénatures et même des planches en soubassement. Et du coup, ça m'a interpellée en termes d'étapes de diagnostic. Parce que là, on a beaucoup parlé des solutions. Et je trouve que l'étape de diagnostic, elle est absolument essentielle pour pouvoir prescrire le résultat. Donc, dans ma question, il y a 2 points. Il y a qu'est-ce que vous avez pu faire des effets esthétiques, modénature de l'ancienne façade? Est-ce que vous avez pu les conserver? Parce que je ne crois pas qu'on l'ait vu. Et les bois en soubassement, c'est un peu étonnant. Du coup, ça m'a posé la question, est-ce que dans un de ces nombreux projets que vous nous avez présentés tous les deux en rénovation, est-ce qu'il y a pu y avoir besoin de résoudre des remontées capillaires, ou est-ce qu'éventuellement certaines des solutions techniques que vous avez apportées en ont provoqué? Ça peut arriver. Et est-ce qu'il a fallu décaper des enduits ciment anciens avant de poser les isolants biosourcés, que ce soit du chanvre ou de la paille, en termes de diagnostic préalable avant de travailler? Attends, j'apprends que la question est posée à moi, c'est ça? Alors Brunoy, on a gardé les modénatures. En fait, on n'a pas isolé. À la Huchette, on avait un corps d'enduit isolant extérieur de 3-4 cm avec assez peu de modénature, mais des bandeaux et quelques corniches, mais surtout des bandeaux, qui fait qu'on a vraiment gardé, je dirais, la matérialité du bâtiment d'origine, avec une pierre de soubassement d'ailleurs, hein, pour répondre à la deuxième question. Et en fait, à Brunoy, il y avait des modénatures, des losanges, des festons, enfin tout un ensemble de choses. Alors oui, le diagnostic, c'est essentiel. Je pense que ça, c'est une des grandes batailles de l'ordre, hein, d'aller en marché public ou privé d'ailleurs, mais d'aller défendre l'impératif exigence du diagnostic avant de démarrer tout projet. Nous-mêmes, sur nos concours, on les demande, ils sont souvent manquants. Et on a énormément de mal à donner du temps à ces diags. Ce sont des diags qu'on partage avec les ingénieurs structure, avec nous, archi, des relevés complémentaires, etc., des sondages et tout. Enfin, c'est évidemment central, quoi. Et donc sur Brunoy, oui, il y a eu une campagne de diag très longue de reconnaissance des façades, de présentation des façades aux ABF, etc. Enfin, on a fait tout ce travail. Sur la Huchette, pareil, on a fait tout un inventaire des fenêtres. Enfin, il y a eu tout un travail près, là, j'en parle pas là, mais c'est vrai, bien sûr. Dans le patrimoine, la dimension patrimoniale est centrale, quoi. Vraiment, j'en parle pas beaucoup dans la présentation, mais c'est central dans le travail, quoi. Et pour les soubassements... Ah oui, les soubassements, c'est le point. Eh bien, la dernière que j'ai montrée, la maison Fleury, elle a un soubassement qui est fait en billes ou en granulat de verre cellulaire, qui est hygrophobe. Ce matériau-là, il est conçu et employé généralement pour l'isolation en dessous d'un radier de dalle en béton. Donc là, on l'a dévoyé un peu de son usage habituel, protégé avec des
des géotextiles pour que la terre ne s'infiltre pas vers cet appareillage. Donc évidemment, si vous isolez avec des matériaux biosourcés, il faut toujours être même à peu près 20 cm en dehors de la terre, du support de l'eau en surface. Et bien là, on est à peu près 60 cm en dehors parce que justement, il y a une remontée de ce système-là, de 60 cm en dessus du terrain naturel. Bon, c'est un peu un jeu, une petite caprice de l'architecte d'avoir fait ça finalement. Pour reconstituer un socle, parce que vous parliez de mots des natures, eh bien, si sur ces maisons des années 60, il y a des mots des natures, ben c'est au mieux la dissociation entre le socle, le corps et peut-être la couronne, qui souvent se limite à la gouttière. Donc on a retrouvé le socle, on a aussi fait des caches moineaux avec des bois colorés. Enfin, je ne vous ai pas montré toutes les caprices des architectes, mais effectivement, on s'est amusé là-dessus. Pour l'autre maison, on s'est amusé dans une certaine manière, quand je vous ai montré l'extension en voûte avec des lambourdes. Là, oui, on a même osé, et c'est là où je me rends compte que c'est très, très difficile finalement. Si vous posez la question où est restée la mode des natures, bon, on n'est plus au 19e. On fait un rehaussement, donc je me réfère là au premier projet que j'ai montré. Ce rehaussement, il est pensé du point de vue architectural de contraster avec l'existant. C'est vraiment un jeu de contraste. Ces deux mondes, ils nécessitent à pouvoir se rencontrer et communiquer entre eux. Et donc ce bandeau des mots qu'on a posés avec la gouttière, ben, c'était justement un ornement quasiment apporté, mais qui existe à l'époque, pas avec ses coloris, pas avec ses dimensions, parce qu'on n'est plus au 19e. Mais voilà, c'était une réinterprétation, une tentative qui était heureuse aussi parce qu'on avait des alliés, si vous voulez, chez les urbanistes, enfin dans l'urbanisme de Poissy, mais c'est extrêmement dur, c'est-à-dire que certes, on fait tout pour muséographie les quelques ornements qu'on trouve et on les protège comme si c'était un miracle absolu. Quand on veut en apporter un réel geste de ce genre qui fait sens, par exemple pour faire communiquer l'existant et le rehaussement, eh bien on a beaucoup de vent en face parce que les décideurs dans l'urbanisme, bah, ils se retirent, comme vous le savez bien, bon, ça il faut le protéger, mais dès qu'il y a quelque chose où ils n'ont pas l'original, ils ne savent pas de quoi il s'agit, et puis ils ont peur de s'ouvrir et de se dire, bah oui, ça pourrait être une solution. Donc là, il faut vraiment militer, lutter. Donc là, on a fait le répertoire de toute la rue, on a montré toutes les émaux. Enfin, on a travaillé facilement 20 fois plus que ce qu'on était payé, mais au moins on a pu faire quelque chose. Et aujourd'hui, je ne pourrais plus le faire, je suis certain. Il n'y a plus des instructeurs communaux, c'est passé en instruction communauté de communes. Il y a d'autres raisons aussi qui font que ces choses-là ne sont plus possibles. Chaque jour qui passe, moins en moins de choses sont possibles. Donc tant mieux que je me réjouis de pouvoir montrer encore ça. C'est comme ça que je le ressens moi. Après, vous vouliez mon avis. Merci. J'ai plusieurs remarques ou questions. La première, c'est que vous avez, Volker, tu as montré un peu la répartition du patrimoine par époque. Grégoire, tu as aussi évoqué une école avant 48 et une après 48. Et en même temps, dans les solutions ou les matériaux que vous avez sélectionnés, vous les utilisez, j'ai eu l'impression, de la même manière que le bâtiment soit patrimonial avant l'industrialisation ou après, parce que dans les deux cas, il y a du béton de chanvre ou de la paille. Enfin, dans les différents bâtiments que vous nous avez montrés, il y avait des bâtiments des deux époques. Donc, est-ce que vous pourriez développer l'incidence du choix du matériau par rapport au bâti originel existant? Parce qu'on sait, par exemple, que tous les matériaux pétrochimiques sur un bâti ancien, c'est pas terrible, ou alors on va avoir pas mal de phénomènes de condensation et de moisissure à l'intérieur généralement. En quoi, justement, ces matériaux biosourcés sont peut-être davantage polyvalents dans l'intervention du bâti existant. J'avais une autre question sur la capillarité et le traitement des pieds de façade avec les matériaux biosourcés. Et j'en avais une troisième que j'ai oubliée. Non, c'est bon, je m'en rappelle. Là, qui est plus pour Volker, sur la dernière maison que tu nous as montrée, la maison fleurie, où tu n'as pas fait une extension en construisant, mais plutôt en changeant d'affectation le sous-sol, qui est un sous-sol entier, semi-enterré, où comme on a de moins en moins de voitures, on peut récupérer la maison, condamner la voiture pour mettre des gens dedans. Donc tu as créé une cour anglaise.
Quelles sont les autres interventions que tu as faites pour rendre cet espace habitable et confortable? Et comment tu as notamment abordé la question à la fois de l'humidité et de la ventilation de cet espace nouvellement isolé et toujours en partie enterré? Voilà. Merci. Oui, mais je me lance. Merci Martin. Oui, peut-être que tu connais un peu plus justement cette maison que j'ai montrée à la fin. Donc effectivement, si je commence avec la dernière question, donc il s'agissait d'anciens garages traversants qui sont devenus des chambres à très faible hauteur, tellement faible que la finition des poutres élourdies qui étaient présents, on cherchait la manière la plus fine, et donc c'est une partie à la réponse que j'apporte pour finir justement ce plafond. Et c'était des plâtriers qu'on a trouvés. Je ne sais pas s'il y a beaucoup plus qu'une poignée de 5, 6, 10 plâtriers qui savent encore faire ça, qui ont plâtré le plafond avec une épaisseur de 10 mm. C'était des Afghans, des immigrés, où ce savoir il est encore présent, mais qui est ici utilisé que dans le patrimoine et dans le bâti historique. Donc voilà un bon exemple, moi je trouve, comme quoi le savoir-faire manuel, c'est-à-dire d'appliquer les matériaux là où ils apportent une performance, là du coup dimensionnelle et aussi de part de leur comportement physique, parce que ça va être la prochaine question de la perméabilité, eh bien, est nécessaire et indispensable si on veut travailler de manière pertinente. Si j'aurais fait ça avec des placo-plâtre, ben, j'aurais perdu facilement, vous le savez, 4 cm minimum. Si je prends des suspentes de plafond à 2 cm, plus 1 cm de panneau, plus 1 cm d'égalisation, alors que là, je suis en 10 mm directement enduit sur les poutres élourdies. Et donc, oui, la question de ventilation, alors oui, on me reproche souvent de ne pas trop suffisamment ou quoi. Là, c'est une maison individuelle qui a des ouvertures, enfin, il n'y a aucune pièce qui n'est pas ouverte vers l'extérieur, qui a une ouverture en façade. La question qui se pose surtout, c'est la protection solaire, parce qu'il y a des ouvertures sud importantes, et l'ensemble des menuiseries ont été équipées avec des stores lamelles orientables, BSO, comme on dit. La ventilation, non, je pense une maison comme ça, qui finalement, il doit avoir dans les 120, 130 mètres carrés habitables pour une occupation de 4 personnes. Si la ventilation peut être naturelle, du fait que les habitants, ils font de sorte à ce qu'ils veillent que l'échange d'air soit assuré, pour moi, c'est la meilleure des ventilations. Bon, le point faible, tu parlais du parti semi-enterré. Thermiquement, du point de vue thermique, le point faible de cette maison, c'est le plancher bas. Il n'a pas été isolé. Bon, ça aurait été apporté encore une perte hauteur, ou alors casser tout le plancher, mettre un drain et refaire le plancher en quelqu'un. Ça aurait coûté tant que tout le reste qu'on a fait. Donc là, oui, le sous-sol, il reste... enfin, je dirais, ça reste une rénovation d'une maison existante, quoi. Ça ne devient pas une maison passive ni rien. Après, la question du pétrochimie, alors oui, il me semble l'élément pétrochimique que je garde le plus un peu à travers dans la gorge, c'est les étanchéités. Je déplore fortement qu'on ne peut pas construire des toitures froides, des doubles toits, comme j'ai pu le faire avec des clients que j'arrivais à faire comprendre et passer le message d'un toit ventilé. Donc une toiture froide, pour clarifier la chose, c'est la dissociation de l'élément isolant thermique et l'étanchéité à l'eau. C'est comme si en hiver, vous mettez un bonnet tricoté pour la thermie, et après vous portez un pare-pluie quand il pleut. Voilà. Et entre les deux, il y a une ventilation, le froid qui passe. Et le bonnet, il est toujours protégé par la pluie, du fait qu'il y a le parapluie. Ça, pour faire ça en toiture, ben, ça nécessite 2 couches porteuses, et c'est ce qu'il faudrait faire, sauf que depuis la guerre, je dirais depuis la moderne, vous appelez ça comme vous voulez, les isolations pétrochimiques, justement, ils sont pensés, imaginés et mis en œuvre en système toiture chaude, donc directement sur l'isolation, où là, la régulation vaporique, donc hygrométrique, on n'arrive pas à la faire. Ça veut dire que tous ces toitures-là, enfin, on le sait, ils ont une durée de vie pour les assureurs de, je ne sais pas, autour de 20 ans. Dans la réalité, c'est peut-être un peu plus, mais c'est une défaillance, un désordre posé, inévitablement. Vous posez une telle étanchéité, vous posez un désordre constructif. Voilà, c'est ça. Comme pas mal d'éléments constructifs industriels. Donc il y avait ça sur la maison vivante, effectivement. Donc cette étanchéité-là, pour moi, il aurait fallu qu'elle soit ventilée. Bon, ça a été construit il
Il y a 13 ans, pour l'instant, il n'y a aucun problème. Mais quand je peux, pour revenir à la question de pétrochimie, oui, j'essaye de les éviter. Et si, à partir du moment qu'on peut se payer de ventiler, et le problème le plus réel, concrètement présent, c'est dans la toiture, il faut le faire. Et en quel cas, on peut travailler avec des matériaux beaucoup plus perspirants. La perspiration, après, elle est présente sur les deux. Parce que quelle est la différence, tu te demandais, entre les maisons historiques, 30 glorieuses ou les modernes, en fait? Quels sont les défauts de ces maisons-là? Eh bien, le défaut de la maison fleurie, c'était qu'il y avait de la moisissure, parce qu'elle est complètement étanche à l'intérieur. Donc, l'apport, enfin, le remède principal, c'était d'enlever les défauts d'avant. Ces défauts-là, tu ne vas pas forcément les trouver dans un bâtiment haussmannienne, parce qu'elle est beaucoup moins étanche de manière dont elle est construite. Bien sûr, si après elle a été plaquée, une peinture parfaitement étanche, tu retrouves la même problématique. Donc pour moi, le remède, c'est surtout l'analyse de l'existant, de remédier aux malfaçons qu'on peut retrouver et qui bloquent justement la ventilation et le confort en général, qui peut être des points thermiques. Il y avait sur les régingots, il y avait de la moisissure, parce que justement, c'était juste un régingot en béton de 6 cm, comme on le faisait à l'époque. Donc ça ne peut pas être autrement que trouver du condensat et donc de la moisissure. Donc ça, il faut les virer, toutes ces choses-là, c'est sûr. Après, une fois qu'on a purgé le bâti, si on isole, et si on isole avec des matériaux qui, eux, ils sont perspirables, bien sûr, que ce soit un bâtiment plus ancien, moins ancien ou presque moderne, ça ne peut pas faire du mal à aucun des trois. Une personne à qui on donne de la bonne nourriture à manger, qu'elle soit jeune, en moyen âge ou une personne âgée, elle est toujours contente. Mais ça, c'est après. Une fois, il faut qu'elle soit en mesure de digérer. Oui. Si tu isoles, enfin moi je dirais, il y a deux manières en isolation thermique extérieure, que ce soit en paille ou autre chose. Soit c'est le mur qui s'encaisse les charges de l'isolation complémentaire que tu apportes, et en quel cas tu es libre, parce que c'est comme un sac à dos. Le sac à dos ne touche pas le sol quand tu le portes. Donc ton sac à dos, tu le règles à la hauteur que tu veux. Bon, tu le règles de manière qu'il reste 20 cm en dessus de surface qui porte l'eau. Après, comment est-ce que tu règles cette histoire-là? Bon, si tu as des sous, tu mets du liège. Si tu n'en as pas, tu mets de la pierre ponce. Après, tu l'enduis cette chose-là pour que ça fonctionne par les proportions et par la matérialité. Une toute autre disposition est quand la charge propre de l'ITE doit descendre. Voilà. En quel cas, et ça c'est quelque chose que j'évite, si c'est possible, parce que bon, il faut calculer les descentes de charge, il faut faire le calcul des fondations, aussi faibles qu'ils soient, un tas de choses. Donc tout ce que vous avez vu là, c'était suspente, et vous savez, il y avait une conférence ici qui parlait de l'ITE convention, qui était un peu l'évolution de cette ITE-là, où on a réellement porté les bottes de paille comme des sacs à dos, ou comme des bretelles, on les appelle bretelles pour se moquer de moi peut-être un peu, mais... Et donc, en ce cas-là, la question ne se pose pas. Et donc, que j'ai suspendu aussi le socle, bon, c'est presque un clin d'œil, mais il n'y a pas de socle, il n'y a pas de descente de charge, il n'y a pas de compression. Tout ça, c'est suspendu derrière un filet. Et l'autre, la maison intermédiaire, où j'ai montré que 4 slides, oui, là, il y avait de la pierre ponce, parce que les entreprises, ils valaient ce qu'ils valaient. Et puis, il y avait un peu un mix entre descente de charge, mais on ne savait pas trop. On va aussi les mettre contre le mur. Bon, ça ne relevait pas trop de mon approche à moi. Mais là, il y avait un double rangé de pierre ponce qui reposait et on avait la chance sur cette maison parce que le plancher habité le plus bas, il était déjà 40 cm hors sol, donc il n'y avait pas une question thermique sur ce point. Une petite question pour Grégoire Dumont, François Perrault, architecte chez Ecopolis. J'aimerais juste qu'on revienne sur la question du séchage. Grégoire l'a évoqué tout à l'heure et puis finalement on est passé par autre chose. Quand on met en œuvre du béton de chanvre notamment, mais c'est vrai aussi pour la terre, il faut que ça sèche. Ça ne sèche pas en 5 minutes. Et est-ce que Grégoire pourrait nous donner quelques petites indications comme ça sur ces différents chantiers qu'il a évoqués ce soir pour nous donner un petit temps de séchage des ouvrages qu'il a mis en place? Merci. 1 centimètre, une semaine. C'est ce qu'on nous dit sur le chantier, mais ça peut être un peu plus long que ça. En tout cas, je parle du chaud chanvre, le mélange Alors, je reviens sur la notion de béton de chanvre. Béton, ça veut dire mélange. C'est un mélange de 3 éléments. Il y a de l'eau, il y a du chanvre et il y a de la chaux. Ce qui fait d'ailleurs débat dans le bilan carbone du chaud chanvre par rapport à la paille. C'est un débat qui peut tout à fait avoir lieu ici. Le temps de séchage, il est évidemment une donnée fondamentale dans le planning du chantier. D'autant plus qu'au moment où la centrifugeuse tourne et qu'on met l'eau, l'artisan n'a pas nécessairement fait pas nécessairement le bon dosage au bon moment. Moi-même, j'ai rénové moi-même une maison comme ça. Mes 3 premières semaines ont été un petit peu compliquées dans mes mélanges, quoi. Et ça a pris beaucoup plus de temps à sécher que ce que je pensais, quoi.
Donc, je dirais que le cas courant, c'est une semaine, 1 centimètre, une semaine. Voilà. Mais bon, il faut considérer qu'il faut une bonne saison, enfin, il faut, je dirais, une bonne année déjà pour arriver à une paroi chanvre de 12 cm, je dirais, pleinement sèche. Mais le confort, je dirais, le confort attendu, il arrive au bout de 6 mois à peu près. Voilà. C'est évident que le premier mois dans lequel on vit dans la pièce qui a été isolée, il y a une humidité ambiante qui est assez importante et qui va disparaître peu à peu. Quoi. Voilà. Alors, je fais un petit aparté sur un projet qu'on fait dans le sud de la France, à Biganos, près de Bordeaux. En fait, on a pendant 1 an développé dans une opération de logement un projet de mélange de terre et de chanvre qui se destinait à remplir des parois en ossature bois qu'on avait prévu de faire sécher en chantier et de les amener en préfabriqué en 2 dimensions sur site. Au bout d'1 an, en fait, on a quasi certifié la totalité du processus avec les bureaux d'études et assureurs avec lesquels on travaillait. Et il y a eu un sujet, c'était la rétractation qui n'est pas passée au niveau de l'assureur de notre maître d'ouvrage. C'était Aquitanis, qui est un grand bailleur du Sud-Ouest. Et on a dû faire marche arrière en fait sur ce projet qu'on avait, qui était un projet, je dirais, de mutation du béton de chanvre en terre chanvre à l'échelle un peu semi-industrielle sur plusieurs logements. Donc effectivement, c'est un énorme sujet, ce temps de séchage, c'est un énorme sujet dans la filière, quoi. Bonsoir. Moi, j'avais une question sur l'étanchéité avec de la paille posée en extérieur, en isolation extérieure. J'ai cru comprendre que c'était une couche de terre, puis un enduit sable chaud, c'est ça? Et ça suffit du coup, parce que la paille et l'eau, ça fait pas bon ménage. Enfin, je me trompe peut-être. Hein. Non, tu te trompes pas que la paille et l'eau ne fait pas bon ménage. Il faut les dissocier les deux. Comment ça fonctionne? Et ma deuxième question, moi je travaille plutôt en rénovation intérieure. Et qu'est-ce qu'il existe en biosourcé en rénovation intérieure? Rien, par exemple, pour du cloisonnement. Si on veut abandonner le placo style, tous ces trucs-là. Enfin, aujourd'hui, en panneau de recouvrement, qu'est-ce qu'on peut trouver ou... Ouais. Parce que même trouver des entreprises qui travaillent dans ces matériaux. Oui, c'est plutôt ça. Alors, en France, moi je ne suis pas français, vous avez compris, mais en France, le basculement vers le placo-plâtre semble savoir opérer dans les années 60-70. Avant, c'était Tasso et placo, déjà. Eh bien, avant, c'était Tasso et plâtre, d'une certaine manière. Ou torchis, ou des choses comme ça. Enfin, il y a des experts qui sont beaucoup plus sachants que moi, là, sur cet aspect. Qu'on mette de l'acier dans des cloisons, c'est vraiment un fait qui est une des choses qui me déboussole le plus. Enfin, si on a la moindre idée de l'énergie grise dans quel métal que ça soit, on sait très bien qu'une simple couvertine, ou si vous voulez une poignée d'une porte, ça peut comporter tant d'énergie que toute une unité, ITE ou tous les menuiseries. C'est la folie de mettre de l'acier pour un élément non porteur, non exposé. Voilà. Donc je suis d'accord avec vous que comment c'est possible cette aberration? C'est possible parce que c'est des usines qui doivent tourner 24 heures sur 24, donc on les met à un prix faible sur le marché et de suite. Comment faire autrement? Donc dans les projets que j'ai montrés, chose que je n'ai pas montrée, mais je l'avais dit, une partie de la terre, j'avais compressé avec une presse, qui est une presse BTC, de la brique de terre comprimée, qu'on avait construit parce qu'on aime bien s'amuser, on a des étudiants, donc voilà, on a fait ça. Mais ça, c'est dans le sous-sol, parce que ça pèse lourd. C'est 2000 kg le mètre cube. La terre 2000 kg, 2 tonnes le mètre cube. La terre retrouve la densité qu'elle a dans la terre. Quand tu la défoisonnes, bien sûr, ça tourne autour de 800. Après, une fois compressé, l'avantage des BTC, tu compresses et tu peux tout de suite appliquer le BTC. C'est pas des adobes qui doivent sécher et tout. Pour moi, le sous-sol, où là, j'avais besoin de compartimenter, parce qu'avant, c'était un garage filant avec des locaux techniques, donc il y avait 2-3 murs à faire, eh bien, c'était de le faire avec la terre. Et cette terre, c'est la terre qui venait de la maison, et puis je l'ai enduite. Mais je dis bien, j'ai fait, et j'ai réellement fait. Tu laisses faire ça à une entreprise, alors que ta cloison, tu l'as à 100 €, là, tu vas l'avoir enfin, je ne peux pas m'exprimer, vous le savez, c'est à partir de 300 €, ces choses-là. Et encore. Parce qu'un enduit traditionnel tout court, c'est à partir de 150 € le mètre carré. Et il faut enduire deux faces de mur, donc c'est 300 que l'enduit, en fait. Et donc on arrive là à la deuxième question qui était ce que tu appelles l'étanchéité. Oui, donc moi j'appelle ça protection sur les parois verticales de la paille. Eh bien, elle se protégeait avec un enduit traditionnel
Et un enduit traditionnel, en tout cas tel que je le transmets, est toujours constitué de 3 couches en règle générale. Donc c'est la couche de support. Donc là, c'est directement sur la paille qu'on frotte de ce qu'on appelle la barbotine. C'est de la terre liquide, hein, très, très argileuse, pour constituer un support. Un support pour un enduit, il peut être de 2 manières, il peut être mécanique ou chimique. La paille, elle est un très bon support mécanique, du fait que la surface est foisonnée. Manque la dimension chimique, qui est justement la barbotine. Parce qu'une fois qu'il y a les argiles présents, et ça se joue sur quelques micromètres sur chaque brin de paille, en fait tu vois plus la paille, mais tu vois la paille qui est enrobée par des argiles, eh bien tu augmentes largement le... Donc ça c'est la première couche, c'est la barbotine ou la couche d'accroche. Deuxième couche, c'est le corps d'enduit. Là, c'était la terre. Et maintenant, la question, est-ce que la paille, elle risque, à partir du moment que tu mets de la terre, oui, tu vas pas... Enfin, il y a énormément de tests qui ont été faits. Moi, j'ai fait des maisons en botte de paille qui ont été enduites au plâtre projeté. Si tu projettes du plâtre, tu as beaucoup plus de taux d'humidité que si tu mets la terre et tu taloches la terre. Quand tu taloches à la main, t'as pas forcément... Enfin, tu le vois, ça s'évapore et ça s'évapore des bons côtés, même en hiver. Donc là, par rapport à ça, le corps d'enduit en argile, pour moi, c'est une solution parfaitement pertinente. Après, tout à l'heure, on parlait des temps de séchage. Par contre, tu le laisses une saison froide, idéalement, pour voir si ça bouge. Et puis là où il y a de l'énergie, parce que là, on parle de manière un peu je ne sais pas comment, innocentement ou autre, en parlant chaud sable, j'inclus aussi mon propre présentation quand j'en parle. Je pense que dans la chaux, il y a quand même d'énergie importante. Il y a un cuisson autour de 1200 degrés. Il faut limiter ces choses-là. La chaux hydraulique, on ne peut pas se dire que c'est la chaux, c'est ni réversible, ni neutre en énergie. Donc ça n'a rien à voir avec les argiles. Vous me dites qu'il n'y a pas de ciment, mais il y a de la chaux. La chaux, c'est le ciment. La chaux hydraulique, c'est, pour moi, chimiquement, il y a... les différences sont infimes. Donc, pour moi, la chaux, c'est une dernière couche, une cape, qui a une protection mécanique, qu'il faut surveiller, qui peut fissurer parce qu'elle n'a pas cette élasticité de la terre. Et, si la terre et le support est bien fait, eh bien, la chaux, elle va bien vivre dessus. Si les débords le permettent ou la situation est telle que la terre pourra le faire, ça peut rester des argiles. Mais l'étanchéité finale, si tu veux, ça dépend de l'exposition aux intempéries. Donc là, effectivement, oui, on n'avait pas de débords importants, donc il y avait une couche de finition qui était en moyenne, je ne sais pas, de 7 mm, un truc comme ça, chaux sable, chaux hydraulique, donc effectivement avec un matériau finalement assez... où il faut regarder un peu en détail de quoi on parle, parce que là-dedans, c'est certainement beaucoup plus d'énergie que l'ensemble du reste complexe. Mais cette histoire d'enduit traditionnel, c'est toujours ces trois couches-là, tu ne peux pas te tromper. Après, si le support n'est pas plane, eh bien, il avait la terre paille que j'ai montré mais bon, ça dépend du support. Et puis oui, des enduits, ils fonctionnent depuis des milliers d'années, donc je pense qu'ils devraient continuer à fonctionner, je le souhaite, je touche ce que je trouve, je ne sais pas si c'est du bois, mais... Voilà. Ouais, je rebondis sur la question du bilan carbone du chaux-chanvre par rapport à la paille. Évidemment, il y a un grand débat dans la filière, enfin dans les biosourcés, il y a les plus et les moins niveau carbone. La paille, c'est un coproduit de l'agriculture, elle a une fiche FDES qui est exceptionnelle à tout point de vue, ça c'est une évidence. Le chaux-chanvre, du fait de son incorporation de la chaux, tu viens de le dire, a un bilan carbone pas bon. Simplement, toute l'orientation de la filière, c'est de voir dans quelle mesure on peut valoriser la fin de vie du chaux-chanvre, qui aujourd'hui greffe pas mal son bilan global carbone depuis la pousse du chanvre jusqu'à son potentiel recyclage à terme, quoi. Donc là, on est, Laurent, entre autres, Laurent Boulin, dont je vous parlais tout à l'heure, n'est pas là, mais il pourrait vous en parler. Il a monté tout un protocole de recherche pour valoriser justement cette période. Et essayer d'équilibrer un peu le débat, j'ai envie de dire, avec la paille, n'étant moi-même ni de l'un ni de l'autre. Je vois ce débat un peu comme le débat de la t'en as touché du doigt aussi tout à l'heure, le débat de la stabilisation de la Terre qui fait rage dans les milieux de la Terre, évidemment, quoi. Du coup, j'ai droit à une deuxième prise de parole. Je voulais revenir sur la question que j'ai posée et qui a été reposée par Martin. Merci.
Sur la question des remontées capillaires, vous y avez un petit peu répondu par rapport à la maison Fleury, qui était une maison des années 60 avec probablement une structure en bloc de béton et donc en parpaing. La structure était en parpaing. Et donc les problématiques de remontée capillaire ne sont pas du tout celles qu'on peut trouver dans la maison de Brunois, qui était de construction beaucoup plus ancienne, à base de calcaire probablement, de moellons local de la région parisienne, probablement avec des fondations assez peu profondes. Et donc la question des remontées capillaires, elle est vraiment extrêmement prégnante dans le bâti ancien, qui a des fondations peu profondes, avec des pierres relativement capillaires qui ont l'habitude de laisser remonter de l'eau. Et dès qu'on intervient dessus, c'est pour ça que je posais la question des enduits-ciments éventuellement à décaper avant d'apporter quelques corrections thermiques ou isolation que ce soit. Si on veut que le mur retrouve sa santé, il faut absolument que l'eau du sol, donc c'est de l'eau liquide, c'est pas une question de vapeur d'eau qui est un autre sujet, que l'eau liquide du sol puisse s'évaporer le plus bas possible. Et donc, comme la question du diagnostic, comment on intervient sur ce mur-là, vérifier qu'il n'y a pas de ciment à l'extérieur, vérifier qu'il n'y a pas des matériaux, et vous l'avez évoqué, des polystyrènes, des peintures, des choses à l'intérieur, de redonner à la pierre, la mettre à nu et lui redonner sa capacité à sécher, pour que cette eau puisse faire sa vie, et ne surtout pas chercher à la bloquer avec quelque matériau que ce soit. On entend souvent des propositions il y avait cette époque d'enduit ciment qui cherchait à bloquer, qui fait que la remontée capillaire, juste, elle remonte plus haut, ou même parfois des propositions de liège, mais qui n'est pas encore assez perspirant, le liège, en soubassement. Et donc, surtout pas de bitume, surtout pas de dalle en béton aussi à l'horizontale, vraiment de remettre la pierre à nu pour qu'elle puisse sécher, et de ne poser sur cette pierre remise à nu et séchée que des matériaux qui vont être capables de laisser transiter cette eau sans se dégrader. Donc c'est un vrai enjeu du pied de mur. Et après, il y a toute la gestion des transferts de vapeur d'eau entre l'intérieur et l'extérieur selon les saisons. Bon, ben ça, c'est tout un domaine d'expertise, mais qui nécessite vraiment un diagnostic fin, de comprendre le bâti auquel on a affaire et comment il va se comporter. Voilà, donc ça, c'était un premier point. Et justement, vous parliez de séchage sur ces parois-là. Le séchage du chaux-chanvre, vous parliez de 12 cm. Moi, ce dont j'ai entendu parler en termes de correction thermique sur des 40 cm de moellons, c'était plutôt d'essayer de rester sur 8-10 cm, de ne pas trop monter en épaisseur, justement pour réduire le temps de séchage. Et si la paroi a été décroûtée de son ciment, etc., elle va pouvoir sécher correctement. Donc c'est toute cette cohérence qu'il faut retrouver. Et la finesse du mélange projeté chaux-chanvre, c'est d'avoir juste le bon dosage d'eau, effectivement, pour que ça sèche dans des conditions optimales. Et là, on parlait du bilan carbone de la chaux. Alors, moi, j'ai découvert le chaux-chanvre il y a... Oh là là, ça ne nous rajeunit pas, il y a 30 ans. Et j'ai vécu avec du chaux-chanvre et je l'ai vu vieillir, prendre ses cheveux blancs. Et c'est un matériau extraordinaire. C'est Laurent Mouly qui disait, en fait, le problème du chaux-chanvre, c'est qu'il est bien meilleur en vrai que tous les calculs qu'on peut faire et toutes les hypothèses. Et c'est très intéressant le retour que vous faisiez de ces instrumentations, parce que peut-être enfin, après un certain nombre de recherches, il y a des thèses de 700 pages pour étudier le chaux-chanvre, on va peut-être enfin avoir des évaluations thermiques qui permettraient de sortir des prescriptions un peu standards. Si tu veux rénover thermiquement, il faut 15 cm. Alors on ne dit pas de quoi, il faut 15 cm. Personne n'est capable de mettre 15 cm à l'intérieur de son logement. Alors que la correction thermique en chaux-chanvre à 8 ou 10, elle a une performance thermique exceptionnelle, mais qui ne rentre pas dans les fourches codines des calculs thermiques actuels, notamment pour tout ce qui est des aides de la rénovation énergétique. Et je travaille, moi, dans un espace France Rénov', qui accompagne les particuliers pour la rénovation de leur logement. Et Volker fait partie de nos affiliés du réseau Pass Réno Habitat à ce titre. Et on essaye enfin, moi en tout cas c'est mon bâton de pèlerine, de proposer des solutions paille, des solutions chaux-chanvre à des particuliers qui voudraient rénover leur habitat, parce qu'avec les
les propositions standards de 15 cm de polystyrène sur toute matière, quelle qu'elle soit, pierre ancienne ou parpaing, peu importe, ça va pas, quoi. Ça va pas du tout. Et donc ça se joue vraiment dans tous ces retours d'expérience que vous nous partagez, de comment on va pouvoir calculer autrement la performance thermique d'une paroi qui soit pas juste une valeur R, parce que ce dont il est question là, c'est aussi de déphasage et de perspirance. Il y a au moins 3 grandeurs à prendre en compte, et pas que le R. Si on ne sort pas de ça, on bousille tout le bâti d'avant 48 déjà. Voilà, petite contribution. Et on va finir là-dessus, sauf si vous voulez rebondir sur ce qui vient d'être dit. Je vous invite au fond, derrière les locaux du Café A, un petit... Oui, il y avait quand même une question qui semblait pas être répondue. Ok, vas-y, je t'en prie. Et on finira là-dessus. Oui, excuse-moi. Non, parce qu'effectivement, quand Martin l'a reposé, je ne l'ai pas compris de cette manière-là. Mais la remontée capillaire, effectivement, donc moi j'ai eu la chance, les projets que j'ai montrés, j'ai pu assainir avec un drain, aller jusqu'à la fondation et évacuer l'eau présente. Maintenant, je dis pour la maison fleurie, le niveau inférieur, il est assis sur la terre, donc là, il y a forcément de l'eau qui entre. Et je l'avais dit, soit on pose un hérisson et on draine ça aussi, mais c'est des coûts, faire entrer, enfin, la pelle, elle n'entre pas, donc faire entrer des gars qui font ça. Mais bon, après, bon, vous connaissez les autres techniques, donc il y a l'inversement capillaire par courant faible que j'ai jamais pratiqué. Bon, c'est un coût d'à peu près 4-5 000 euros par élément qu'on enterre et qui génère, bon, qu'on utilise. Moi, je sais pas ce que ça vaut. Pour moi, la capillarité, bon, le phénomène déjà n'est pas simple à comprendre et expliquer, mais pour son mettre à l'abri, ben, il faut évacuer l'eau au maximum. C'est-à-dire si mon drain il évacue l'eau et en plus il a la chance de pouvoir aller dans le tout à l'égout, sans puisard, on peut estimer que l'eau qui est tirée par le plancher qui est assis sur la terre, il va dégager le long du drain en mise à port vers l'extérieur, il va pouvoir évaporer de ce côté-là. Donc c'est comme une pompe qui tire l'eau de la terre et qui l'envoie vers l'eau. Moi je me dessine ça comme schéma et ça me va très bien. Après bien sûr, dès qu'on est là-dedans et qu'on a construit sans rupture, or que les ruptures dans les bonnes constructions, elles existent, même les palais ou quoi, même au Moyen-Âge, ils savaient faire. Hein. C'est une question de moyens mis en œuvre, mais dans toutes les époques, on trouve toujours des moyens de remédier à cette remontée. Bien sûr, les années 60-70, c'était pas les plus propices à résoudre ça. Moi, c'est le train, dans ce que j'ai montré. Ok, merci beaucoup. Les échanges informels ne sont pas finis. Vous pouvez encore échanger autour de la thématique du jour avec un petit pot de convivialité au fond du Café A. Et sinon, on va au moins libérer nos intervenants de l'estrade pour ce soir. Et je vous donne rendez-vous. Merci, excusez-nous qu'on n'était pas solidaires, on a presque vidé 1,5 litre d'eau là, alors que vous n'en avez pas l'occasion. Et rendez-vous le 3 juillet pour l'avant-dernier épisode du RSD.